Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjeux. Si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que je suis accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. Et Marc-André, on va commencer à mettre la table pour la saison 2026 de la NFL avec notre premier avant-goût de division. On commence avec la section sud de l'Association nationale. Ici, on regarde le classement en 2025. Didier, c'est une division qui avait été assez serrée. Les Panthers de la Caroline l'avaient emporté avec une fiche de 8 et 9. Les Buccaneers avaient terminé deuxième avec une fiche de 8 et 9 également. Et les Falcons d'Atlanta, 8 et 9, troisième. Et les Saints de la Nouvelle-Orléans, une fiche de 6 et 11, avaient terminé la saison en feu. D'ailleurs, les Saints aussi avec Tyler Shot, on s'en souvient. Et si on regarde ça froidement, on va commencer par les Panthers. 8 et 9 la saison dernière, Didier. C'est la cinquième équipe de l'histoire à avoir gagné sa division avec une fiche perdante. Et si on regarde le tableau des arrivées et des départs du côté des Panthers de la Caroline, on remarque que, écoute, on a fait le plein en défense. Moi, c'est ça qui attire mon attention à ce niveau-là. On a fait le plein en défense, notamment avec l'ancien des Eagles, Jaden Phillips, et l'ancien des Jags, Devin Lloyd. Oui, ça, c'est deux gros coups, là, parce que, souviens-toi, Jaden Phillips était considéré comme le meilleur chasseur de cartes qui était disponible via le marché des joueurs autonomes, alors que Devin Lloyd était considéré comme étant le meilleur secondeur de ligne disponible sur le marché des joueurs autonomes. Alors, Dan Morgan, le DG des Panthers, il a réussi deux gros coups là, en mettant ses joueurs sous contrat. Et on avait énormément besoin d'aide là, du côté de l'unité défensive des Panthers de la Caroline. Et écoute, Devin Lloyd, il a connu toute une saison l'année dernière avec les Jaguars de Jacksonville. Il s'est retrouvé au cœur de plusieurs revirements. Jalen Phillips, tu le connais bien, puisqu'en cours de saison, il avait été échangé des Dolphins à tes Eagles de Philadelphie. Et lorsqu'il est arrivé avec les Eagles, il avait vraiment eu un impact. Je sais que tu avais eu le cœur brisé un peu. Là. Tu souhaitais qu'il reste à Philadelphie. Mais ça, c'est vraiment tout un coup de main qu'il devrait donner à la défense des Panthers s'il est en mesure de rester en santé, parce qu'on sait que Jalen Phillips a un long historique de blessures. On va reparler de la défense plus longuement dans quelques instants. Mais si on regarde un peu les départs, on peut noter le départ de Rico Dowdle, là, qui a rendu de fiers services à la position de porteur de ballon aux Panthers de la Caroline. Il y a une séquence durant l'année là, où Rico Dowdle était tout Mhm. feu, tout flamme. Donc ça va peut-être faire mal aux Panthers de la Caroline. On a Chuba Hubbard et peut-être aussi la renaissance là, de Jonathan Brooks. Là, il y a les échos en provenance de la Caroline. Jonathan Brooks là, semble être sur le point d'être à 100% pour la première fois depuis très, très, très longtemps. Ouais, moi, j'ai mes doutes face à ça, Marc-André, puis on en avait parlé durant une de tes Ah chroniques oui. Fantasy Football il y a quelques semaines. Et écoute, il a subi une grave blessure, deux graves blessures au genou. Tu sais, l'année dernière, il est revenu, puis là, dès son premier match, il s'est blessé à nouveau à la position de porteur de ballon. L'histoire n'est pas en sa faveur. Là. Tu sais, oui, il y a des avancements au niveau de la médecine moderne et tout, mais moi, je vais avoir besoin de le voir pour le croire, là, du côté de Jonathan Brooks. Alors, il demeure un point d'interrogation pour moi. On sait qu'Arbert est en mesure d'être un porteur de ballon productif. On l'avait même récompensé avec une prolongation de contrat. Mais le jeu au sol demeure tellement important pour les Panthers de la Caroline. Souviens-toi, l'année dernière, lorsqu'ils ont connu leur meilleur match, et tu as parlé de la séquence que Dowdle avait eue, ben, c'était ça notre formule. Tu sais, c'était le jeu au sol en particulier, puis ça allégeait la charge de travail sur les épaules de Bryce Young. Je ne suis pas certain que Bryce Young peut être ben, un carrière productif. Je ne suis pas certain qu'il peut être constant sans le support du jeu au sol. Ben, c'est ça, ça m'amène à parler de Bryce Young, mais de l'attaque même des Panthers. L'année dernière, 27e pour les points marqués et les verges par match dans la NFL en 2025. C'est vraiment pas éclatant à ce niveau-là. Bryce Young, 3000 verges, 23 passes de toucher, 63,6% de passes complétées. Ça, c'était des sommets pour lui en carrière. Et la question, tu l'as touché, Didier, est-ce qu'il peut passer à un autre niveau? Parce que c'est ça qu'on va avoir besoin du côté des Panthers pour justement aller loin en éliminatoire. Ouais, c'est une grosse saison pour Bryce Young parce que lui, il est à recherche d'une prolongation de contrat. Et les Panthers, ben, ils ont laissé savoir qu'ils, pour le moment, ils n'étaient pas intéressés à lui donner une prolongation de contrat. Mais au moins, Bryce Young, d'année en année, on a vu une amélioration. Tu sais, souviens-toi de son début de carrière, comment c'était désastreux. Il avait été cloué au banc par la suite. Mais là, on a été en mesure de se qualifier en éliminatoire pour la première fois avec Bryce Young. Euh, donc,
sais, au moins ça, c'est positif. Mais est-ce qu'il peut passer à l'étape suivante, Marc-André? C'est ça que je me demande du côté de Bryce Young. Puis moi, je ne crois pas qu'il va jamais atteindre le statut, si on peut dire, là, de premier choix du repêchage. Oui, il a été le premier joueur sélectionné lors de son année de repêchage, mais je pense que maintenant, c'est pas mal évident qu'il ne va jamais être un carrière de concession, un carrière qui peut transporter l'équipe. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin du jeu au sol, notamment, et puis en termes de développement, moi, ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut passer à l'étape suivante ou si la saison 2025 ben, c'est pas le sommet de Bryce Young. Est-ce qu'il n'a pas déjà atteint son plein potentiel parce qu'il est limité physiquement? Puis ça saute aux yeux dès qu'on le voit jouer. Alors moi, ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut amener son jeu à un autre niveau en 2026? Chose certaine, c'est qu'on a fait des additions sur la ligne à l'attaque pour tenter justement de l'aider. On a repêché Monroe Freeling en première ronde. On a été chercher ce qui est peut-être l'un des meilleurs bloqueurs qui était disponible sur le marché en Rashid Walker. Didier, on semble vouloir s'armer, là, en tout le moins, pour tenter d'aider notre encore jeune carrière. Oui, on sait qu'il a besoin d'être bien protégé. Tu sais, en raison de sa petite stature, pas nécessairement en mesure de voir tout le temps par-dessus les gros joueurs de ligne à l'attaque. Mais oui, comme tu dis, on a investi au niveau des tranchées du côté des Panthers de la Caroline, du côté de la ligne à l'attaque. Ça devrait également aider le jeu au sol aussi, là. Tu sais, Mhm. l'arrivée de ces nouveaux joueurs de ligne à l'attaque là, du côté des Panthers. Donc, pour moi, Dan Morgan, le DG de la Caroline, il a vraiment connu une bonne saison morte. Que ce soit au niveau du marché des joueurs autonomes qu'on a discuté tout à l'heure, tu viens de mentionner également les joueurs qu'on a repêchés du côté de la Caroline. Alors ça, c'est positif. Puis quand je regarde la formation des Panthers, il me semble qu'elle devrait être une équipe améliorée. Elle a gagné 8 matchs l'année dernière. Sur papier, ça m'a l'air d'une formation améliorée, mais ça en vient encore à Bryce Young. Si on regarde maintenant le groupe de receveurs, l'année dernière, on a découvert le Teteron McMillan, notre choix de première ronde, qui a connu une première saison exceptionnelle, plus de 1000 verges de gains. Mais si on regarde, mis à part Mhm, Teteron McMillan, on n'a aucun receveur de passe, Didier, qui a récolté 400 verges. Ça, c'est un problème du côté des Panthers de la Caroline. Jalen Coker a connu, est revenu en fin de saison l'année dernière. Il a été pas si pire. Il a connu un gros match éliminatoire, plus de 100 verges notamment. On lui a offert une mhm. prolongation de contrat récemment. Donc, on a McMillan d'un côté, on a Jalen Coker, et là, maintenant, on a Xavier Leggett. Qu'est-ce qui se passe avec Xavier Leggett? Ah ben, lui, c'en est un autre, Marc-André. Je pense que pour qui c'est une année de vérité. Là. Ça va être sa troisième saison. Puis il n'a pas fait grand-chose depuis qu'on l'a sélectionné au repêchage, les Guettes. Là. On ne le voit pas nécessairement créer de la séparation, notamment. Alors, ça, c'est un bon point d'interrogation. Où va venir la production à la position de receveur, excuse-moi, après McMillan et Coker? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est pas trompé avec la sélection de McMillan. Non, c'est un Tu mâle viens de alpha. parler Hein? de la saison recul. Ben voilà, on a un receveur numéro un. Maintenant, c'est de trouver Mhm. les autres pièces autour et surtout, c'est un receveur avec un gros gabarit. Alors, pour Bryce Young, qui par moment manque de précision, ben là, il y a vraiment une cible de choix en McMillan, mais il y a un manque de profondeur là, qui saute aux yeux. Au niveau de ce groupe de receveurs, pour ça, je reviens encore une fois à la ligne à l'attaque et le jeu au sol. Cette ligne à l'attaque-là, elle va devoir bien protéger, bien sûr, Young, mais on va devoir créer des brèches pour le jeu au sol, puis on va voir est-ce que Arbor va pouvoir trouver la forme qu'il avait il y a 2 ans et Jonathan Brooks, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors ça, moi, c'est ça que je vais surveiller du côté des Panthers de la Caroline cette saison et notamment le développement de Bryce Young, comme je le disais tout à l'heure. Pas lui qui mangeait des écureuils, là, Xavier Leggett. Ouais, ouais, natif de la Caroline du Sud, du fin fond de la campagne de la Caroline du Sud, ouais. Il mange des écureuils, entre autres, là, c'est pour te dire, il vient d'un autre monde complètement, de lui. Un nom à surveiller, là, peut-être la recrue Chris Brazel, qui est un receveur de passe quand même assez talentueux, qui a glissé un peu au repêchage, mais qui est fort talentueux. Justement, il y a eu des problèmes hors terrain là, au cours de son stage universitaire. Donc, ça pourrait être un nom à surveiller là, également. Même là, c'est mon petit chapeau fantasy peut-être encore, là, dans les ligues très, 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 très profondes. Donc, Chris Brazel, un nom à Mais tu fais surveiller. bien Si de on regarde la mentionner. défense, oui, Ouais, vas-y. mais ça, je veux dire de Brazel, parce que je vais parler du manque de profondeur à la position de receveur. Mais Brazel, il est talentueux. C'est pas à cause de son talent.
tu sais, qu'il a shooté au repêchage. Tu sais, tu en as parlé. Alors, c'est ça. Lui, il pourrait être une pièce manquante. Mais est-ce qu'on peut se fier à lui en raison bon, de son comportement? Ça reste à voir. J'espère qu'il va avoir gagné en maturité maintenant qu'il se retrouve dans la NFL. Mais il est talentueux, c'est un joueur qui a un beau physique. Il est ultra rapide. Alors, tu sais, Chris Brazzell, tu fais bien de le mentionner, Marc-André, parce qu'il pourrait être la pièce manquante de ce groupe de receveurs. Parce que pour Xavier Leggett, moi, personnellement, j'ai lancé la serviette. On va voir, mais c'est vraiment une année de vérité pour lui. Je suis assez de ton avis dans le cas de Leggett. Et si on regarde en défense, on a parlé rapidement des ajouts de Jalen Phillips. J'ai hâte de voir Jalen Phillips, là, c'est sa constance parce il a été bon lorsqu'il était avec les Eagles. Je pense que c'était un schéma tactique qui lui sied bien comme joueur. C'était plus difficile avec les Dolphins et également à rester en santé. Donc oui, il a signé un énorme contrat, mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir demeurer constant dans une défense. Justement, est-ce que la défense va lui convenir là, à Jalen Phillips? Puis la défense des Panthers l'année dernière, elle était quand même bonne par moment. On a accordé seulement 16 points par match lors des matchs contre nos rivaux de division, puis qu'on le sait que ça risque d'être une Mhm. division encore assez serrée cette année. Je pense que c'est l'une des clés là, pour connaître du succès, c'est connaître des bonnes performances en défense contre justement ces rivaux de division-là. On a une tertiaire honnête en défense avec JC Horn en tête d'ailleurs. Mais écoute, j'ai bien hâte de voir là, avec les ajouts qu'on a fait en défense côté des Panthers si justement là, on va pouvoir passer à un niveau supérieur en défense. Ben, c'est ça, ce sont leurs succès à l'intérieur de la division qui leur a permis de coiffer les Mhm. Buccaneers de Tampa Bay. Tu te souviens, après C'est le ça que premier quart de la les saison, on Falcons ne donnait. font pas. Ouais, non, c'est ça. Ouais, malheureusement, on va en parler des Falcons tout à l'heure. Là, off. Mais encore une fois, ils ont fini qu'une fiche identique, par contre. Tu sais, mais ils ont Mhm. terminé au troisième rang de la division. Ah, c'est ça, la section sud de la nationale. Yes, mais écoute, je me souviens pas d'une stat, mais je pense que les Falcons, j'avais vu ça, que je pense que les Falcons ont terminé avec la même fiche, mais qui étaient éliminés depuis genre 7 semaines, tellement que justement les matchs intra-division, ça avait. Tu sais, ils ont été éliminés de bonne heure comparé à d'autres équipes qui ont la même fiche avec eux. Ouais, Là. Il y avait une stat de l'année dernière. Mais oui, j'ai bien hâte de voir, ça va être âprement serré. Là. ouais, définitivement. Ben écoute, on va jeter un coup d'œil maintenant au over-under. OK? Le nombre de victoires qu'on prévoit pour les Panthers de la Caroline. Écoute, leur over-under en termes de victoires, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Panthers. Leur dernière saison gagnante, on le voit ici sur le tableau que Guillaume a préparé, ben, ça remonte à 2017 du côté de la Caroline. Cette année-là, on avait affiché un dossier de 11 victoires et 5 défaites. Alors, plus ou moins 7 victoires et demie pour les Panthers. Si c'est plus, ça veut dire 8 victoires comme l'année dernière, possiblement. Je vais te laisser y aller en premier, Marc-André. Plus ou moins 7 victoires et demie du côté de la Caroline, selon toi. Moi, j'ai mis 8. Ben, j'ai mis plus, en fait. 8, 9, peu Hmm. importe. Mais j'ai mis plus parce que je pense que c'est une bonne formation qui avait des carences en défensive. Je pense qu'on a fait le plein. Je pense qu'on était conscient qu'on avait justement ces carences-là, cette faiblesse-là. On a amélioré la ligne à l'attaque. Je pense que sans être spectaculaire, je pense que Bryce Young pourrait connaître une belle progression encore une fois cette année. Moi, je penche pour le plus pour les Panthers de la Caroline. Donc, au moins 8 victoires. Moi aussi, je vais avec plus de 7 victoires et demie. Je vais avec juste 8 victoires pour les Panthers à cause de Bryce Young. Tu sais, j'ai besoin de le voir passer à l'étape suivante, puis je ne suis pas convaincu qu'il est en mesure de le faire en raison de son talent limité. Alors, je pense que ça risque d'être du pareil au même du côté des Panthers à Caroline. Mais encore une fois, 8 victoires, ça leur a permis d'être champion de section l'année dernière. Alors, peut-être qu'en 2026, ce sera suffisant pour encore une fois terminer au premier rang de la division. Mais moi aussi, comme toi, j'y vais avec plus que 7,5 pour les Panthers à Caroline, mais seulement de justesse avec 8 victoires. Mais écoute, Marc-André, vu que tu es là, il faut qu'on parle de fantasy football, précisément du côté des Panthers à Caroline. Tu as mentionné le nom de Chubba Hubbard tout à l'heure. À quoi on peut s'attendre? Le maintenant que Rico Dowdle a quitté, il devrait être là, le numéro 1 dans le champ arrière. Reste à savoir si Jonathan Brooks sera en mesure de lui voler des portées. Il a terminé comme porteur de ballon numéro 40 au niveau fantasy l'année dernière. Ça n'a vraiment pas été une grosse saison. Après une saison où on avait vu l'éclosion, si on veut, de Chuba Hubbard en 2024. En ce moment, il est le receveur numéro 28 au niveau fantasy. C'est un partant, oui, en milieu de repêchage. Donc ça, c'est toujours
c'est toujours utile au niveau fantasy de repêcher un partant dans les rondes 5, 6, 7, 8 de vos repêchages. Donc ça, c'est quelque chose. Par contre, ce qui me bug un peu avec, avec Chuba Hubbard, Didier, c'est qu'il était terminé dernier pour les plaqués ratés forcés, les courses explosives de plus de 20 verges dans la NFL l'année dernière, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu de courses de plus de 20 verges. Donc, Chuba Hubbard, c'est un train. C'est pas un gars qui va aller vous chercher des courses explosives. Je sais que Didier n'est pas un fan de Jonathan Brooks. Je pense que Jonathan Brooks est beaucoup plus explosif que Je suis pas un lui. fan de ses Ça pourrait genoux. venir jouer dans J'ai les rien contre Jonathan plates-bandes. Brooks. Je Oui, suis juste pas un fan de ses genoux. Je suis pas un fan de ses OK. ligaments croisés antérieurs pour être encore plus précis. OK, c'est bon. Mais tout ça pour vous dire que il est le porteur du marron, comme je le disais, numéro 28. C'est un porteur en milieu de repêchage, mais ça vient avec sa part de risque parce que je pense que si Jonathan Brooks euh, a fière allure en début de saison, je pense qu'il pourrait venir gruger dans le temps de jeu, assurément, de Joe Barber. Oui, maintenant, Tetodora McMillan. Il a fait sensation l'année dernière, plus de 1000 verges. Moi, j'ai hâte de voir l'an 2 là, de McMillan en tant que receveur numéro un. Il avait 25% de la production aérienne des Panthers qui était en sa direction. Donc ça, c'est énorme quand on parle d'un chiffre en fantasy. 25% du temps, il avait été ciblé dans l'attaque des Panthers. Ça, c'est incroyable. Par contre, le volume de passes était peu élevé. Donc seulement 2 fois, il a terminé dans le top 12 à la position de receveur de passe. Quand on parle de numéro de top 12 à la position de receveur en fantasy, c'est un receveur numéro 1 de façon hebdomadaire, donc au cours de la semaine. Il est le receveur numéro 15 en ce moment au niveau fantasy. Euh, dans ce coin-là, vous retrouvez Devontae Smith, et Higgins et Flower, entre autres. C'est un choix de troisième, quatrième ronde en ce moment. Tetera McMillan, j'aime beaucoup Tetera McMillan. Je pense que c'est un bon receveur. Par contre, un gars comme Devontae Smith, je pense que là, vous allez me dire que les Eagles n'avaient pas un gros volume d'attaque non plus, mais je pense que c'est un gars qui a un, un parcours plus intéressant, un CV qui est plus prouvé, tandis que Tetera McMillan a plus approuvé. T. Higgins, même chose. Je pense que je le prendrais devant. Mais oui, Tetera McMillan, c'est vraiment intriguant. Je pense que ça sera clairement le receveur qui aura le plus de cibles, le plus de verges, le plus de touchés à la fin de la saison côté des Panthers. Le seul problème, est-ce que le volume de passes sera suffisant? Ouais, ça me fait penser un peu à Drake London avec les Falcons d'Atlanta l'année dernière. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose derrière lui, puis là, il était ciblé énormément, puis ça a rapporté, parce que statistiquement, il a connu toute une saison et il a fait sauter la barre en plus durant la saison morte. Maintenant, Jalen Coker, c'en a un autre là, qui a été récompensé. C'est toute une histoire, Jalen Coker, parce que là, il a Mhm. été récompensé avec une prolongation de contrat, mais on parle d'un joueur non repêché alors qu'il est en mesure de connaître du succès et qui est maintenant un millionnaire. Là. Il joue à l'université à Holy Cross. Je ne sais pas du tout c'est où. Peut-être au Texas, sûrement, cette université-là. Ça serait mon, Non, mon c'est guess. pas dans la région de Boston. Ah, ça se Holy peut. Cross, je pense. En tout cas, mais écoute, pendant que tu nous parles de Et son comme vous voyez, je impact suis en dans termes un de chalet, je n'irai fantasy, pas googler en même temps. ouais, non, c'est ça, exact. Ben, écoute, pendant que tu nous Oui, parles de Jalen Coker, à quoi on peut s'attendre de lui en termes de fantasy football, je vais faire une petite recherche pour voir Holy Cross, où est-ce que c'est situé exactement. 328 verges et 3 touchés en 7 matchs, Jalen Coker, pour conclure la saison dernière où il avait été blessé durant toute la saison. Mais c'est vraiment en éliminatoire qu'on a vu l'étendue de son talent. 9 réceptions, 134 verges, un touché lors du match éliminatoire des Panthers la saison dernière. Il est le receveur numéro 55 en ce moment, donc c'est un pari en fin de repêchage pour vous. Et je pense que c'est un bon pari à prendre en fin de repêchage parce que euh, à ce niveau-là, dans les rondes 10, 11, 12, 13, avoir un receveur aussi de la trempe de Jalen Coker, qui peut être aussi talentueux, qui peut avoir un certain volume dans une attaque. Moi, je trouve que c'est un bon pari. J'aime beaucoup Jalen Coker en fin de repêchage, le lancer euh, un billet de loterie sur lui et je pense qu'il pourrait connaître de bons moments cette saison. Écoute, j'ai la réponse à notre question. Holy Cross est dans l'État du Massachusetts, à Rochester, Ah, tu savais ça? Chapeau, précisément. Alors voilà. Ouais, ouais, je sais pas chapeau. pourquoi je savais ça, en fait. Holy Cross était dans la région de Boston, au Massachusetts, mais bon, peu importe. Alors, c'est là. C'est là qu'il a joué son football universitaire à Jalen Coker. Mais écoute, on va se tourner maintenant du côté des Falcons. On a mentionné les Falcons tout à l'heure. Ils n'ont pas été en mesure de se qualifier en éliminatoire.
Alors ça a été encore une fois une autre déception. Là, on a fait le ménage complet là, à Atlanta, Marc-André. Nouveau DG, un nouvel entraîneur-chef, il y a eu du va-et-vient également au niveau du personnel des joueurs. Alors justement, on va jeter un coup d'œil aux joueurs qui ont quitté l'organisation des Falcons et les nouveaux venus également, pour ceux qui nous regardent via la chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui te saute aux yeux? Kirk Cousins n'est plus là, Marc-André. On l'a remplacé par Mhm. Tua. Ça, c'est la chose en tête de liste, je crois, de la saison morte des Falcons. Qu'est-ce qui me saute aux yeux? Pas grand-chose. Didier, quand tu y penses, en termes d'arrivée, là, c'est un peu mince. Je sais pas si tu penses ça comme moi, là, Ouais. mais je veux dire, écoute, il n'y a pas grand-chose. J'ai- B. Robinson, c'est juste pour tromper les propriétaires fantasy qui devront choisir de B. Bijan. Robinson à Atlanta, probablement. Oui, mais Tua, c'est sûr que c'est la grosse acquisition là, du côté des Falcons. Il dit, j'avais quelques notes sur les Falcons. 8 saisons de suite sans éliminatoire. Il t'a parlé du vent de changement. Le président est maintenant Matt Mhm. Ryan. On a un nouveau DG, nouveau coach. On a été 24e pour les points marqués par match en 2025. Avec l'arrivée de Kevin Stefanski, on pense qu'on pourra dynamiser cette attaque-là. Mais j'ai goût de te lancer sur Stefanski, Didier. Seulement 2 saisons gagnantes quand on y pense à Cleveland en 6 ans. Il arrive à Atlanta avec son bagage. Oui, il n'y a jamais eu des joueurs aussi talentueux que Bijan Robinson, Drake London et Kyle Pitts, entre autres. Mais il y a le même problème, c'est qu'on n'a pas de carrière du côté des Falcons, puis il n'y en avait pas plus avec les Browns. Ah, ben justement, il y a David Bouffard qui nous a envoyé une question concernant Kevin Stefanski. David nous a envoyé sa question via la chaîne YouTube. On te remercie, David, d'avoir pris le temps de nous écrire. Est-ce que vous pensez que Stefanski à Atlanta sera en mesure, oui, de rebondir à la suite de ses dernières années de misère à Cleveland? Les Falcons ont des armes en attaque, des armes intéressantes, mais Stefanski n'est pas reconnu pour être un développeur de carrière. Alors, est-ce que les Falcons en auront besoin, oui, justement, avec Penix? En fait, ils disent qu'ils auront besoin, oui, qu'ils développent Penix selon lui. Alors, merci beaucoup encore une fois, David, pour ta question. Alors, David me semble être très sceptique face au nouvel entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta. Moi, je vais donner le bénéfice du doute, Marc-André, à Kevin Stefanski. Parce que l'organisation des Browns de Cleveland, on le sait depuis le retour de la concession à Cleveland en 1999, ben, c'est ça, c'est du n'importe quoi. Ça semble pas être facile afin d'œuvrer comme entraîneur-chef à Cleveland. Il semble que Stefanski, lui, n'était pas intéressé à Shedeur Sanders, qu'on lui a imposé Shedeur. Bref, il y a quelque chose qui ne marchait pas entre Stefanski et la direction de l'équipe. Alors, maintenant, il obtient un nouveau départ avec les Falcons d'Atlanta. On va voir s'il sera en mesure de développer une carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que Baker Mayfield avait connu du succès avec Kevin Stefanski. Puis moi, j'ai toujours trouvé c'est ça, qu'on s'est débarrassé de Baker Mayfield trop rapidement du côté de Cleveland. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec David en disant qu'il n'a jamais été en mesure de développer un carrière. Il l'a fait, il avait fait du bon boulot avec Baker Mayfield jusqu'à ce que Baker Mayfield soit victime de blessures et tout. Mais encore une fois, je vais donner le bénéfice du doute à Kevin Stefanski, mais j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il sera en mesure de relancer la carrière de toi, Marc-André, et de développer Michael Penix aussi? On ne sait pas encore si Penix sera prêt à commencer la saison régulière, ça reste à voir, mais ça va être à observer ça du côté de Kevin Stefanski. Stefanski connaît du succès avec des corps arrière, Didier, qui décochent le ballon rapidement, avec des gens, l'équivalent peut-être d'un meneur, là, d'un point guard dans la NBA. Et je pense que c'est pour ça qu'avec Tua Tagovailoa, ça pourrait fonctionner parce que c'est un gars qui décoche des passes rapidement dans des zones courtes. On a vu avec Joe Flacco, ça a été dans les dernières années le meilleur. Stefanski avait connu du succès là, avec Joe Flacco, un gars qui décoche des passes rapidement maintenant. Donc, je pense que ça pourrait fonctionner. Du point de vue de Michael Penix, moi, je ne suis pas convaincu non plus, Didier, parce qu'il complète moins de 60% de ses passes depuis son arrivée dans la NFL. C'est vraiment trop peu, selon moi. Il se remet d'une autre déchirure du ligament croisé. Et je sais là, que l'échantillon est vraiment mince, est vraiment bas, mais quand même, quand tu ne Mhm. complètes pas 60% de tes passes dans la NFL, tu t'appelles Anthony Richardson, puis tu t'appelles Michael Penix, tu as de la difficulté. Là. Donc, je comprends bien, tu ne fais pas confiance aux genoux de Michael Penix, mais tu fais confiance aux genoux de Jonathan Brooks. C'est bien ça? Je ne pas confiance au genou et à la précision de Michael Penix.
Ouais, non, mais c'est vrai, les statistiques que tu as mentionnées, ça ne nous met pas en confiance. Tu sais, parce que par moment, on voit Penix, bon, il est connu, et dans le même match, il va connaître des bonnes séquences, puis la séquence suivante, tu sais, ça manque de conscience. Mais c'est ce qui arrive avec les jeunes carrières, c'est quoi? Ça va juste être sa troisième année. Mais il semble que toi a fait sensation durant le mini-camp des Falcons d'Atlanta. D'ailleurs, un peu plus tard, on va avoir, vous allez pouvoir écouter ou regarder mon entretien avec Mathieu Bergeron, qui avait des bons mots à l'endroit de toi, Tango Viola. Puis ça m'amène à la question qui nous a été envoyée par Emile Ross via Instagram. Il nous demande, Marc-André, selon nous, à qui on ferait confiance à titre de carrière partant à Atlanta, Tua ou Michael Penix? Moi, j'irai avec le vétéran d'entrée de jeu. Si Penix est prêt à commencer la saison, j'irai quand même avec Tua. Parce que je suis quand même intrigué de voir Tua jouer dans un stade couvert. Parce qu'on sait, Tua, s'il fait froid, s'il y a de la pluie, il n'est pas capable de connaître du succès. Mais là, dans le dôme, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, ça serait intéressant dans un environnement contrôlé, potentiellement. Tu sais, toi pourrait peut-être nous surprendre, là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, personnellement, j'irai avec le vétéran, j'irai avec toi comme carrière partant pour commencer la saison. Moi, je pense encore que Tua est plus talentueux que Michael Penix. Ça ne sera pas serré. Je pense que si les deux sont à santé au jour 1, ça sera Tua Tagovailoa, même si, rappelons-le, il a quand même connu une saison catastrophique, là. 15 interceptions en 14 matchs la saison dernière, Tua. Ouais. Mais remontons le temps à pas si lointain. Il gagnait des. Il était le meneur pour les verges par la passe dans la NFL, là. Il y a quand même des qualités, Tua Tagovailoa. Pour moi, c'est pas serré. Ça sera Tua qui sera le quart partant des Falcons si et Tua et Michael Penix sont en santé au jour 1. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, parce que le groupe de receveurs, peu importe qui est carrière, tu sais, c'est pas un groupe de Ah voilà, receveurs qui ça est c'est un point étincelant, là, d'interrogation. mis à part Drake London. Oui, c'est ça. Mis à part Drake London, réellement, le receveur numéro 2, c'est Carl Pitts, d'une certaine façon, là, du côté de l'attaque des Falcons. On a Olamide Zaccheaus, Jahan Dotson, qui se promène depuis quelques années dans la NFL, et la recrue Zachariah Branch, qui est un très, 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 très petit receveur, là, qui pourrait, un genre de receveur gadget, là, qui est explosif, oui, mais écoute, pour un receveur de cette stature-là, un receveur recru, il pourrait peut-être voir du temps de jeu rapidement, mais est-ce qu'il va connaître du succès? Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais, en tout cas, on va en parler un peu plus tard lorsque tu vas dresser le Mais portrait fantasy pour les Falcons en vue de la prochaine saison. Oui, qu'est-ce que tu as à dire? non, mais je l'ai parlé de la ligne à l'attaque. Si on veut parler avec Mathieu Bergeron en tête, c'est une ligne à l'attaque qui se classe parmi le top 10 l'année dernière dans la NFL pour l'efficacité. Par contre, il y a eu 4 joueurs qui ont joué plus de 1000 jeux au sein de la ligne à l'attaque l'année dernière. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a été relativement en santé. Et ça, c'est quand même très rare dans une équipe de football qu'une ligne à l'attaque est aussi en santé au cours d'une saison. On a été chercher Jawan Taylor des Chiefs pour remplacer Callum McGarry. Mais je pense que la ligne à Ça l'attaque me met pas avec en Mathieu confiance, par Bergeron, contre. non, mais écoute, Joan Taylor, là, ouf. écoute, mais ça pour dire que la ligne à l'attaque devrait être une des forces là, des Falcons cette année. Ouais, en tout cas, c'est définitivement à souhaiter. Maintenant, du côté de la défense, c'est comme tu disais tout à l'heure, que ce soit en attaque ou en défense, bon, mis à part l'arrivée de Tua, on n'a pas été très actifs là, via le marché des joueurs autonomes. Là, du Mhm. côté des Falcons d'Atlanta, ben, moi, ma question en défense, c'est est-ce qu'on va pouvoir se fier à James Spears? OK, la recrue l'année dernière, il a reçu Ah, plus de 10 sacs. Ça a été toute une saison recrue pour lui. Mais là, avec ses frasques, avec son arrestation durant la saison morte, il va être suspendu, Marc-André, ça, il n'y a aucun doute. Là. La NFL va le suspendre. Je ne pense pas qu'on va pouvoir miser sur lui en début de saison. Puis il est chanceux, là, parce qu'il semble qu'il va éviter la prison. Mais est-ce qu'on peut réellement se fier sur lui? Là? Parce que c'est un jeune homme qui semble vraiment avoir des problèmes. Là. visiblement, non. On ne peut pas se fier. Par contre, si on évalue ce qu'on a vu sur le terrain avec James Pierce, ça a été une défense complètement différente de celle des Panthers. Des Falcons, comparativement en 2024, derrière pour les sacs en 2024, puis on a fini première là, dans la division avec 57 en 2025, même deuxième dans la NFL pour les sacs du corps. Donc oui, l'impact de James Pierce, il est considérable. Par contre, moi aussi, je pense qu'il va être suspendu, puis je pense que ça va être un coup dur à encaisser en début de saison
pour les Falcons. On a été chercher le secondaire, là, Caden Ellis des Saints de la Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est ça, c'est un excellent joueur qui va vraiment aider les Oui. Falcons et la défense des Falcons. Mais oui, pour James Pierce, si on en revient à ça, ça va être un coup dur qu'on devra pallier avec d'autres joueurs, assurément. Moi, je m'attends qu'il soit suspendu pour au moins 3 matchs. Je ne sais pas toi. Mais en tout cas, pour le début de la saison, il va falloir vraiment prendre les bouchées doubles. Hmm. Oui, il va rater des matchs. En termes de nombre, ça, je ne sais pas, mais il va rater des matchs. Ça, il n'y a, aucun doute là-dessus. Écoute, on a reçu une question de Samuel Lévesque via Facebook. Il dit Yes, c'est un de mes temps préférés de l'année, l'analyse des différentes sections de la NFL. Merci à vous deux. Ben, merci à toi, Samuel. Alors, la question est toute simple. Est-ce qu'on peut enfin croire aux Falcons ou ils vont encore nous décevoir? Alors, on vient d'en parler. J'en ai parlé avec Mathieu Bergeron dans quelques minutes. Vous allez pouvoir écouter mon entretien. Puis lui-même, il semblait déçu. Je ne sais pas si tu te souviens du match du lundi soir où les Falcons avaient infligé une défaite aux Bills. Le match avait lieu à Atlanta. Puis John Mhm. Robinson avait été sensationnel. Mathieu avait connu un excellent match. Puis là, tout le monde, on se dit, ben ça y est, les Falcons vont atteindre leur plein potentiel. On sait que cette équipe-là, elle a du talent. Puis ça n'a pas été le cas, là. Malgré le fait qu'on mise sur B. John Robinson, possiblement le meilleur porteur de ballon de toute la NFL. Alors, moi, je vais avoir besoin de le voir pour y croire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Falcons, ils ont la deuxième plus longue disette sans éliminatoire de toute la NFL après les Jets. Du côté de la NFC, c'est eux qui ont la plus longue disette sans participation en éliminatoire. 8 ans. Alors, c'est ça, j'ai besoin de le voir pour y croire du côté d'Atlanta. Toi, pour toi, est-ce que tu y crois aux Falcons en 2026? J'ai de la misère parce que je trouve que c'est un casse-tête qui a des bonnes pièces, mais qui n'est pas terminé. Je veux dire, on a un bon receveur de passe, on a un receveur de passe élite, Drake London. On a Kyle Pitts, qui est l'un des alliés rapprochés élite, en tout cas, au gros gabarit ou imposant, bref, l'un des bons alliés rapprochés de la NFL. On a Bijan Robinson, qui est potentiellement le meilleur porteur de ballon de la NFL. Il nous manque un carrière. On a une ligne assez solide. Puis là, en défense, tu regardes, on a une très bonne tertiaire avec Bates, avec les frères Terrell maintenant. On a un secondaire, on a été chercher Ellis. Ça, c'est bon. On a un front défensif peut-être douteux en début de saison avec James Pierce. Puis écoute, les unités spéciales, Didier, on a eu un cauchemar à la position de botteur l'année dernière. Ça nous a coûté 3 matchs, on aurait pu être Hmm. 11-6. Puis on a signé d'ailleurs Nick Folk, 3 placements ratés Vétéran. en 61 tentatives sur les 3 dernières années. On a tenté de régler ce problème-là sur les unités spéciales. Je trouve encore qu'il y a des grosses parties du casse-tête qui manquent côté des Falcons. On a des bons éléments, mais pour que ce soit un tout, est-ce que j'y crois? Je pense pas que c'est la meilleure équipe de la division, je vais dire ça comme ça. Hmm. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, Caden Ellis a quitté pour la Nouvelle-Orléans plus tôt. C'est un joueur solide du côté de la défense des Oui, Falcons. pardon. Oui, Mais excusez. là, c'est ça, il a quitté Ah pour oui, la Nouvelle-Orléans. Ouais, moi aussi, je m'étais mélangé tout à l'heure. C'est pour ça que je suis allé vérifier. Là, je suis comme, attends une minute, il me semble qu'il a quitté. Mais ça, Ellis a dans mes quitté. notes, c'était marqué joue avec Puis, les Saints. Je sais juste pas lire. euh, ouais. Non, ben écoute, quand ça arrive. Mais ça pour dire, ouais, qu'on parlait de Pierce. Tu sais, si Pierce n'est pas là, là, Même le. il va nous rester Walker et principalement comme un chasseur de corps, là, tu sais, c'est tout, là. Puis on sait que ça ne prend plus que d'un chasseur de corps, là. Oui, j'ai hâte de voir. Mais comme je te dis, le front défensif m'inquiète un peu. Mais on a une bonne tertiaire, on a des bonnes unités, on a des pièces, mais c'est ça. Faut faire le tout, là. Je sais pas. Ouais, c'est pas complet. Non, c'est que les Falcons, tu sais, on a un changement de DG, un nouvel entraîneur-chef et tout, mais est-ce que ces changements-là, ça va vraiment, on va avoir un nouveau carrière partant, possiblement c'est toi qui es le partant, mais est-ce que ces changements-là, ça fait vraiment des Falcons une équipe améliorée? C'est ça qui reste sans réponse. Ça m'amène au over-under des Falcons, Marc-André. Plus ou moins 7 victoires et demie. Tu vois, là, ça, c'est le thème dans cette division-là, étant donné qu'on a 3 équipes qui ont terminé avec 8 victoires. On vous rappelle que la dernière saison gagnante des Falcons, ça remonte à 2017, lorsqu'ils avaient terminé avec un dossier de 10 victoires et 6 défaites. Plus ou moins 7 victoires et demie pour les Falcons en 2026. Je veux dire plus, mais comme les Panthers à Caroline, je dis plus, mais de justesse.
8 victoires. 8 victoires, comme on a eu l'année dernière. Je pense que ça a confirmé qu'est-ce que je viens de dire. C'est qu'on est allé de plusieurs changements. L'entraîneur-chef, un nouveau DG, on a ramené Matt Ryan au sein de l'organisation. Mais je ne suis pas convaincu qu'on ait amélioré malgré tous ces changements. Je pense que la division, ça sera un peu comme l'année dernière, là. On va avoir ça va être hyper serré avec des fiches, 4 équipes avec des fiches autour de 500, là. 7,5, c'est beaucoup. J'ai mis plus, moi aussi, du côté des Falcons. Par contre, je pense pas qu'ils vont gagner 10 victoires. Je pense que ça va être une équipe qui va rôder autour de 8, 9. Mais je pense pas, en tout cas, plus que 10, je vois pas les Falcons gagner plus de 10 victoires. Mais ils peuvent encore me surprendre, là, si Tua est en santé, si ça fonctionne avec Kevin Stefanski, peut-être. Mais oui, plus que 7,5, mais pas plus que 10, si tu veux mon avis, là. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, je peux voir ça. Écoute, on va parler maintenant du volet Fantasy Football, du portrait Fantasy plutôt du côté des Falcons. Drake London, il est devenu une valeur sûre en termes de Fantasy Football, surtout qu'il n'y a pas nécessairement de profondeur à la position de receveur. On sait qu'il va être ciblé à toutes les semaines. J'ai pas parlé de Bijan Robinson, vous allez voir dans le bloc fantasy parce que c'est facile. Bijan Robinson va être le premier ou deuxième porteur de ballon repêché dans vos repêchages, dans le top 3. Repêchez-le, il est Mhm. beau, il est bon, il va être électrisant. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de statistiques pour le prouver, mais je vais vous parler de Drake London, qui est un Effectivement. choix de fin de première, début de deuxième ronde. Receveur numéro 7 en format PPR en termes de points par match l'année dernière. Et ça, malgré les blessures. Il n'y a pas vraiment de compétition majeure. On a vu le groupe de receveurs, c'est pas très éloquent du côté des Falcons d'Atlanta. Il a inscrit quand même 16 touchés à ses 29 derniers matchs avec des quarts. J'ai écrit moyen, là, mais on a eu un carrousel de quarts là, au cours des dernières années avec les Falcons d'Atlanta. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que Drake London, en, en, en fin de première, début de deuxième ronde, là, c'est un joueur là, assez intéressant au niveau fantasy. Il aura toutes les opportunités de se faire valoir dans l'attaque aérienne. Puis ça, c'est de bon augure pour les futurs propriétaires fantasy de Drake London. Oui, comme tu l'as dit, là, peu importe quelle carrière, il trouve tout le temps une façon d'être productif à London. Maintenant, il y a un nouveau venu au sein du groupe de receveurs. Tu en as parlé tout à l'heure de Branch, qui a un petit gabarit, mais il a fait sensation lors du mini-camp des Mm. Falcons d'Atlanta. Sur leurs réseaux sociaux, on voyait constamment des vidéos de Branch. Mais c'est qu'il faut dire, c'est ce petit receveur, on plaquait pas, là. On était juste avec casque, on portait des shorts. Généralement, les petits joueurs qui sont rapides, qui sont vifs, ben, ils paraissent bien dans ce genre de situation. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit souligner avant de s'emporter dans le cas de Branch. 5 pieds 9, 177 livres. Oui, il est très, 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 très rapide, en fait. Mais est-ce que c'est plus un gadget dans la NFL? Ça, c'est à suivre. 82% de ses ballons euh, dirigés vers lui à l'université l'année dernière, c'était soit des passe-pièges ou des jeux d'options. Donc, Ouais. ça veut tout dire. C'est pas un gars, d'après moi, qui va aller dans. C'est un gars qui va dans le trafic, dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires. Bref, comme je le dis, qu'on a des jeux destinés pour lui, mais c'est pas un gars qu'on va voir dans les zones profondes, en ligne droite. C'est pas un receveur X là, dans la NFL, loin de là. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir utiliser. Je pense que ce genre de receveur-là a une utilité dans la NFL. C'est pas impossible parce qu'on justement, on a vu le groupe de receveurs, c'est pas impossible qu'il soit le receveur ou deuxième dans la hiérarchie à la position de receveur. Mais pour moi, ça demeure un billet de loterie en fin de ronde dans les poules, là, qu'on dit à 14, 16 équipes. Vous envoyez des poules où il y a plusieurs équipes. Peut-être que Zachariah Branch, on peut mettre ça sur notre main et voir comment ça se déroule en début de saison. Mais oui, ultra rapide, ultra efficace, de bonne main. Mais écoute, sa stature, là, ça m'effraie un petit peu. Ouais, ben, je pense que la statistique que tu as donnée, là, 82% des ballons vers lui étaient sur des passes-pièges ou des jeux d'options. C'est ça. C'est la définition d'un joueur gadget, là, comme tu dis. Mais il demeure quand même menace en raison de sa grande rapidité. Mais en tout cas, on va voir, mais je pense pas qu'il va devenir un joueur fiable en termes de fantasy football. Il va réussir Mhm. des coups d'éclat ici et là en raison de sa grande rapidité, mais fantasy football, on est à la recherche de la constance en termes de production d'abord et avant tout. Maintenant, Carl Pitts, Marc-André, c'est quoi là, son profil fantasy là, pour la saison 2026? Parce qu'il vient de connaître la meilleure saison de sa carrière en 2025.
C'est l'option numéro 2 dans le jeu aérien des Falcons, ça c'est indéniable. L'ailier rapproché numéro 2 au niveau fantasy l'année dernière, mais si, je l'avais parlé la semaine dernière, si on enlève son match de 11 réceptions, 166 verges et 3 touchés, ça l'amenait à l'ailier rapproché numéro 18. Donc, il a quand même eu des matchs ordinaires la saison dernière. Si on exclut cette performance incroyable qu'il a connue, c'était contre les Buccaneers lors de la semaine numéro 11, si ma mémoire est bonne. Bref, peu importe. Euh, il était l'ailier rapproché numéro 8 également avec Drake London dans la formation. Ça aussi, c'est intéressant parce que lorsque Drake London était dans la formation des Falcons, il y a une moyenne de 4 catches et 42 verges. Et lorsque Drake London a manqué la rencontre, il n'était pas là, il avait 7 catches pour 84 verges. Donc, c'est vraiment, il y a une hiérarchie qui s'est installée, c'est London Pitts. Si Drake London arrive à manquer des matchs, s'il est disponible sur votre fil de joueurs autonomes en cours de saison, je pense que c'est un bon ajout. Je pense qu'il devient, sa contribution augmente là, dans le jeu aérien. Mais avec Drake London, je veux juste mettre en lumière, lorsqu'il est sur le terrain, on a vu sa production diminuer de moitié l'année dernière. Donc, euh, ça, euh, ça c'est un pensif là, lorsqu'on repêche Carl Pitt. D'accord. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça, le Carl Pitt. Est-ce qu'il pourra répéter sa saison? Puis j'aime bien la statistique là, de son match du tonnerre qu'il avait eu. Puis quand on enlève ce match-là, ouais, ça ressemble pas mal au Carl Pitts qu'on avait vu là, depuis le début de sa carrière. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais écoute, Marc-André, puis pour les gens bien sûr qui nous écoutent, qui nous regardent, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le garde québécois des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui se prépare à entamer déjà sa quatrième saison dans la NFL. Et Mathieu, ben, il espère décrocher une prolongation de contrat du côté des Falcons. Il a vu ses coéquipiers, notamment son coéquipier Drake London, être récompensé durant la saison morte. Ça a été la même chose pour Carl Pitt. Je pense que c'est au tour de Mathieu, là. Surtout que maintenant, il est rendu un vétéran au sein de la ligne à l'attaque. C'est un des leaders du côté de l'unité offensive des Falcons d'Atlanta. Alors, je vous invite à écouter ou à regarder mon entretien avec Mathieu Bergeron. Mathieu, avant de parler de football, on va parler de football, mais de soccer. Parce que là, j'ai vu sur ton compte Instagram, tu profites de la Coupe du monde de soccer. Tu as assisté à un match au SoFi, tu as assisté à un match à Atlanta, un match d'Haïti en plus de ça. Ouais. Haïti qui avait marqué le premier but de la rencontre. Dis-moi Ouais. comment était l'atmosphère au Mercedes-Benz Stadium pour le match d'Haïti. Ah, je pense que pour elle, les Haïtiens ont pris le stade là, en force. Là, il y a plus de fans d'Haïti que de Marocains. Là, donc, c'était vraiment incroyable. Puis juste de voir l'ambiance quand Haïti a scoré leur premier but. En quoi? C'était en 50. C'est quoi? Le premier but en 50 ans, genre? 52 ans, c'est leur première participation en 52 ans à la Coupe du En Monde, 52 ans. si je me trompe pas, hein. L'atmosphère était juste incroyable. Là. C'est la première fois, honnêtement, là, je pense que c'est la première fois que j'avais vu le Mercedes-Benz autant comme il y a autant d'ambiance. Après ce Ah but-là, ouais, là, hein? c'était juste fou. Ouais. Fait que pour moi, c'était le fun de vivre cette expérience-là, de vivre comme Mercedes-Benz, c'est un des plus beaux stades du circuit américain. Puis je pense de vivre cette expérience-là en tant que fan, tu sais, de pouvoir profiter de nos installations, puis dans une des plus grosses, tu sais, une plus grosse coupe là, du monde, en fait, là, tu vois, je veux dire. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle expérience. Même au SoFi, voir Canada jouer dans une game là, c'était serré tout le long. Ben, Puis parle-moi on de a ça, scoré justement. ça. Non, c'était juste fou. Là. Comme, moi, je m'entraîne ici en Californie. Puis quand j'ai vu que le bracket a fait en sorte que le Canada jouait à LA, j'ai pris l'opportunité d'avoir un match. Puis c'était incroyable. Là. Même le SoFi Stadium, c'est un autre stade qui est vraiment haut de gamme. La technologie là, est vraiment avancée, tout ça. Donc, on a passé un bon moment. Là. Mes amis sont venus ici. Donc, c'était vraiment le fun. Ouais, puis c'est comment l'atmosphère dans le stade? Est-ce que les partisans canadiens étaient nombreux? Puis lorsque J'étais le Canada surpris. marquait le but, c'est comment? J'étais surpris à quel point qu'on avait de fans canadiens qui ont travel à Los Hmm. Angeles. Pour vrai, j'étais surpris parce que, tu sais, euh, à Vancouver, les fans, tu sais, c'est facile d'aller, tu sais, intra-pays, c'est facile, mais de voyager à l'extérieur à Los Angeles, c'est vraiment, je me suis dit, ah, je sais pas s'il va y avoir autant de fans, mais puis, tu sais, c'est comme l'horaire est sorti comme quelques jours avant qu'on joue, donc, tu sais, on n'a pas su qu'on jouait à LA avant quelques jours, donc, de voir le nombre de fans canadiens dans les stands, là, pour supporter notre équipe, là, c'était incroyable. L'ambiance, c'était vraiment le fun.
Ouais, non, non, écoute, tu sais, toutes les images qu'on a vues depuis le début du tournoi, que ce soit Mhm. sur les réseaux sociaux ou peu importe, la Coupe du Monde, c'est vraiment rassembleur, là. Tu sais, parce que même Vraiment. tu Puis vois des gens de pays différents qui fêtent ensemble, qui dansent ensemble dans le ouais, c'est stade, ça. dans la rue. Écoute, il n'y a rien qui se compare à ça. Même les Jeux Olympiques, on voit pas ça, là. Tu sais, il me C'est ça, semble que les gens embarquent pas autant. exact. Et je pense qu'il n'y a rien qui rassemble du monde comme ça. Comme moi, mes vidéos préférées que je vois passer sur le réseau, c'est les Coréens au Mexique. C'est genre, c'est les Ouais. Coréens puis les Mexicains, genre, qui boivent la tequila ensemble, qui dansent ensemble, comme tu dis, tout ça. Ouais. C'est le fun de voir ça parce que à la fin de la journée, oui, il y a des conflits politiques, tout ça, mais comme à la fin de la journée, le sport, ça reste quelque chose qui est comme tu mets ça de côté, tu vois, je veux dire, puis c'est là qu'on s'apprécie en tant que nation. Puis sinon, pour elle, j'ai vraiment adoré mon expérience à la Coupe du Monde, puis je recommande à tout le monde. C'est sûr que les billets sont pas abordables, mais Hmm. tu sais, si tu peux y aller à un match, whatever, là, c'est vraiment une expérience inoubliable. Écoute, même juste d'être dans la ville lors d'un match, là, on dirait que ça vaut la peine. Parce qu'il y a toute Ah, c'est l'ambiance qu'il y a ça. dans les rues, les gens. En tout cas, ça a vraiment l'air incroyable. Puis, tu sais, un peu faire allusion à ce que tu disais, tu sais, il y a tellement de choses ben, qui sont créées afin de diviser les gens de nos jours. Mhm. De voir comment Ouais. tout ça, ça rassemble tout le monde. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment de toute beauté. Puis, en tout cas, je suis content pour toi que tu as pu vivre Ouais, c'est ça. l'expérience, là. Est-ce que tu vas Non, aller assister à un autre match d'ici la fin du tournoi ou that's pour vrai, it? je sais pas. J'aimerais ça retourner un match à Los Angeles, mais ça va dépendre du bracket et des prix aussi. Mais comme moi, je suis seul à chaque jour, on a ça sur la télé, puis j'essaie de suivre ça le plus possible. Puis ouais, c'est ça. Ah ben écoute, c'est vraiment super ça. Puis je vous souhaite à toi et aux Falcons de pouvoir vivre le même genre d'ambiance dans le Mercedes-Benz Stadium. C'est ça. Peut-être que vous allez devoir recruter des partisans ici, je sais pas, afin d'amener Ah, c'est plus ça. d'ambiance dans le stade. Va falloir qu'on prenne des applications parce que là, l'ambiance là était incroyable, là. Pour vrai, dans la section où j'étais, on s'est juste assis durant la mi-temps. Tu comprends, je veux dire? Puis j'étais dans la Ah ouais. section comme. Ils ont mis dans la section où il y a tous les Haïtiens, tout ça. Puis je te dis, ils étaient debout toute la game. L'ambiance était incroyable. Donc, ouais, c'était vraiment le fun. Ah, c'est vraiment super, c'est vraiment super. Ben écoute, on va parler de l'autre football, là, ton gagne-pain. Ouais. Tu t'apprêtes à commencer ta 4e saison avec les Falcons déjà. Puis en plus de ça, ben, ça va être ta dernière année de contrat. Alors dis-nous, ben, premièrement, comment tu entrevois là, cette saison-là? Parce qu'il y a eu des changements majeurs, hein? Ouais. Changement d'entraîneur-chef, malheureusement, Barry Morris qui a été congédié à la fin de la saison. Maintenant, c'est Kevin Stefanski, votre entraîneur-chef. Matt Ryan est de retour au sein de l'organisation. C'est comme si on repart à neuf d'une certaine façon. Vous avez même une nouvelle carrière en toi, Tango Viola. Ça, c'est une bataille avec Michael Penix. Si Penix est prêt à entamer la saison. Donc, ça en fait beaucoup. Commençons par la saison morte. Comment tu as vécu tous ces changements-là, notamment en commençant par le changement au poste d'entraîneur-chef avec le départ de Ray Morris et l'arrivée de Kevin Stefanski? Ah, ben, c'est sûr, c'était vraiment pas facile. Tu sais, à la fin de la journée, tu bâtis des relations avec tous les gens dans le building, veux pas. Puis tu sais, moi, tu sais, ma carrière est quand même assez courte en ce moment, et comme j'ai 4 ans, mais tu sais, c'est déjà mon troisième entraîneur en chef. Donc, tu sais, Hmm. tu sais, j'ai vu le côté business de la NFL quand même assez jeune, dans le sens que tu sais, tu vois des gens en building, puis d'un jour à l'autre, ils sont congédiés. Donc, c'est sûr que c'était. Puis, tu sais, Coach Murray, c'est juste eu 2 ans pour prouver, pour prouver ce qu'il pouvait faire. Puis, tu sais, c'était difficile de voir tout ce staff-là partir. Mais à la fin de la journée, si tu ne produis pas, comme on dit, la NFL, c'est not for long. Donc, à la fin de la journée, ils vont rapporter quelqu'un. Puis, surtout, je pense que les Falcons, euh, on est quoi, la deuxième équipe avec le plus long playoff drought, dans le sens que ça fait Ouais, la après deuxième les équipe, Jets, ça fait ouais. après les Jets, que ça fait le plus longtemps qu'on a fait dans le playoff. Donc, je pense que les personnes en haut, là, ils commencent à manquer de Hmm. patience là, pour aller au playoff. Donc, c'est sûr que ça rajoute plus de pression sur le nouveau coaching staff. Mais j'ai eu la chance de voir le côté un peu plus poche de la NFL. Mais à la fin de la journée, c'est une business. Puis, il faut que tu te concentres sur toi. Puis, même moi, il faut que je fasse mes preuves devant le nouveau coaching staff. Parce que comme tu l'as Hmm. dit tantôt, c'est une année de contrat. Donc, tu sais, s'ils veulent me garder, tu sais, s'ils apprécient ce que je fais sur le terrain et ils veulent me garder, ben ils me gardent. Sinon, ben, ça va être quelqu'un d'autre à quelque part d'autre. Mais c'est ça, il faut que je fasse mes preuves moi aussi.
Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, tu as participé au mini-camp. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as observé de la part de ton nouvel entraîneur-chef, Kevin Stefanski? Moi, je pense qu'au niveau offensif, je pense que il va apporter. On va diversifier notre attaque un peu plus qu'on le faisait dans le passé. Dans le sens, puis je pense que ça va aider nos joueurs étoiles comme Bijan, Carl et Drake de se démarquer. Je pense qu'on courait beaucoup plus de zones, tu sais, de wide zone, comme on dit tu sais, dans les termes anglophones dans la NFL. Puis là, je pense qu'on va plus mixer un peu plus de gap, de power scheme, tout ça, pour, euh, pour changer un peu les looks qu'on donne aux unités défensives. Puis je pense que ça va permettre à Bijan d'aller chercher encore plus de verges puis de garder un peu la défensive là, sur leurs talons. Comme ça, ils vont pas pouvoir guess un peu ce qu'on fait. Là. J'essaie de simplifier tout ça, là, Ouais. mais ouais. Ouais, donc, ça devrait être plus diversifié, surtout au niveau de votre attaque au sol, là. Alors ça, c'est une Ah, bonne nouvelle exact. pour les propriétaires de Fantasy Football, de B. Ouais, John Robinson. Ils aiment là, c'est qu'est-ce ça. qu'ils entendent de ta part, là, C'est Mathieu, ça, je c'est peux te ça. garantir ça. Juste un petit clin d'œil, là. Moi, je dis ça, je dis Oui, rien. merci pour l'insight. On aime ça, on apprécie ça au podcast. Marc-André va être content d'entendre ça en plus, définitivement. Mais ouais, c'est ça, comme on disait, ça va être ta quatrième année. Puis on en parlait, toi et moi, avant de commencer notre entretien de façon officielle. Tu es rendu un vétéran, là, Mathieu. Tu sais, à Mhm, ta quatrième année, tu viens de le dire toi-même, tu as vécu beaucoup de choses en peu de temps dans la NFL. Comment tu entrevois cette saison-là pour toi? Surtout que c'est ton année de contrat. Puis ça va être l'occasion justement de dénicher un contrat qui exact. devrait changer ta vie, là. Mhm. Ah, ben, c'est sûr que c'est une année importante. Puis, tu sais, je veux pas. J'entame cette année comme j'ai entamé chaque année de ma carrière en NFL, dans le sens que, tu sais, je veux pas changer quelque chose que comme de ma routine juste parce que cette Mhm. année-là est plus importante que les autres, dans le sens que moi, je me mets pas de pression sur mes épaules. Je fais comme ce que j'ai fait dans le passé. Je garde ma routine. Je pense que j'ai une routine, puis j'ai comme une recette qui marche assez bien pour la saison morte. Puis je pense que ça me permet d'arriver au camp d'entraînement prêt, en santé, puis en shape aussi. Puis je pense que c'est le plus important. Puis ouais, c'est ça. Juste de faire ce que je fais depuis le début, de continuer à m'améliorer, de prendre les coaching points. J'ai un nouveau coach de ligne offensive aussi. Donc, tu sais, de vraiment pas passer du temps avec lui pour apprendre le plus possible, puis pour appliquer ça sur le terrain, là, arriver en saison. Mais je pense que le temps le plus important d'une saison, c'est la saison morte. C'est, dans le fond, c'est là que tu bâtis les fondations pour ta saison. Puis, tu sais, j'ai entamé ça, puis je pense que j'ai fait une bonne job, puis je suis resté focus sur le même objectif. Puis à la fin de la journée, je pense que c'est ce que tu fais là en ce moment qui va payer en janvier. Puis, ouais, exact. Ouais, parce que j'espère que tout le monde au sein de l'équipe a la même éthique de travail que toi Mhm, durant la saison mhm, morte. Je sais à quel point, c'est ça, tu prends ça au sérieux, ta préparation mhm, durant la saison morte, durant chaque saison. Écoute, parle-nous de toi, Tango Viola. Vous avez un nouveau carrière. On va voir si on mhm, va assister réellement à une bataille entre toi et Michael Penix, mhm, étant donné que Penix revient d'une grave blessure à un genou. Mais mhm. je lisais, tu sais, j'essaie de suivre, tu sais, les activités des Falcons durant les mini-camps. Là, je voyais des commentaires élogieux à l'endroit de toi, Tango Viola, à la Mhm. suite des entraînements qui étaient ouverts aux journalistes. Qu'est-ce que tu as vu de la part de toi là, durant le mini-camp? Ah, vraiment talentueux. Je pense que, tu sais, je pense que c'est pas un secret. Toi, c'est un carrière extrêmement talentueux. C'est sûr que les dernières années à Miami, ça n'a pas prouvé son réel talent. Mais je pense qu'il est mieux entouré qu'il était à Miami. Tu sais, que ce soit à la ligne en attaque, que ce soit aux entraîneurs, que ce soit aux joueurs étoiles autour de lui. Puis je pense que durant le camp d'entraînement, là, il a démontré que tu sais, il a encore le même joueur qu'il était dans le passé. Là, il a encore le même talent que Tua qui était au Pro Bowl, qui était dans le top 100 des meilleurs joueurs de la NFL. Puis j'ai vraiment hâte de voir la compétition qui va arriver en août. Je pense que les deux carrières vont vraiment se pousser. Puis Mike, tu sais, faut pas dormir sur Mike. Parce que je pense que tu sais, le pur talent là, de De son son bras de bras? lancer, là, Ouais. ouais, son bras de lancer est vraiment incroyable. Donc, je pense que ça va être une compétition féroce, là, honnêtement, en août. Mais, tu sais, puis aussi, ce qui est le fun, c'est que les entraîneurs ont comme une carte blanche, comme ils ont pas, c'est pas eux qui ont repêché Mike, tu vois, je veux dire. Donc, Hmm. c'est vraiment, ils vont vraiment mettre
la personne qui va nous aider à gagner des matchs week one. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis je pense que aussi, toi, il apporte une certaine confiance. Veux pas, il est habitué de leader une équipe, c'est un ancien capitaine. Donc, tu vois ça dans sa prestance, puis comment il interagit avec les autres. Donc, c'est vraiment. Puis aussi, c'est une bonne personne à avoir dans notre vestiaire. J'ai eu quelques conversations avec lui, là, puis c'est un excellent coéquipier. J'ai rien à dire sur lui, là, pour elle. Il prend le temps d'apprendre à connaître les gens, de parler, tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne personne aussi. Oui, ça serait quoi une saison? Je veux pas dire ça serait quoi une saison de succès pour les Falcons. Naturellement, tu as fait allusion à la disette sans éliminatoire qu'Atlanta a, la deuxième plus longue en cours du côté de la Mhm. NFL. Mais à quel point, justement, tu aimerais ça, là, tu sais, pouvoir ben, goûter au match d'après-saison, là, tu sais, rendu C'est à ta ça. quatrième saison? Parce que, veux pas, c'est jouer dans la NFL, je veux dire, c'est difficile sur ton corps, puis c'est difficile mentalement, dans le sens que on fait beaucoup de sacrifices que nécessairement les gens voient pas. Je pense tu sais, on passe pas beaucoup de temps avec nos familles, on est tout le temps, tu sais, pour ces mois-là, là, de août à janvier, février, là, comme on est tout le temps au building à travailler, à pratiquer, tout ça. Donc, c'est difficile de jouer du football un peu pour rien, dans le sens que tu joues, sachant que à la fin de la saison, tu t'en vas en vacances. Sûrement, je veux dire. Donc, c'est Ouais. difficile. Puis, tu sais, les gens oublient qu'on. La raison pour qu'on est où ce qu'on est, c'est qu'on est on est compétitif. Tu sais, je veux dire, moi, j'essaie à chaque jour, je me lève, c'est parce que. Puis je vais à la pratique, mais tu sais, c'est parce que je veux être la meilleure version de moi-même, je veux être le meilleur joueur possible. Puis à la fin de la journée, je veux jouer du meaningful football. Puis je pense que tous les gars autour, c'est ça notre objectif. Tu sais, on veut gagner, on est des gagnants. Puis c'est pour ça qu'on s'est rendu au niveau qu'on s'est rendu. Fait que c'est difficile au niveau mental de jouer, d'arriver à week 14 puis il te reste genre 4 matchs. Puis là, tu sais que tu s'en vas pas en série, donc c'est difficile. Mais c'est sûr que juste aller en série cette année, là, ça serait. Tu sais, que même que ce soit juste premier round, juste pour dire que tu as joué du football après saison et que tu as eu Ouais. la chance de te rendre là, tu sais, ça serait incroyable. Mais à la fin de la journée, tu sais, c'est pas quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur notre culture. Je pense que notre culture d'équipe, je pense que c'est ça qui va. Parce qu'on a beaucoup de talent en équipe, mais je pense que la culture fait en sorte que tu es capable de gagner de semaine en semaine. Est-ce que tu trouves que c'est ça qui a manqué à votre équipe lors des dernières saisons? Tu sais, tu mentionnes le mot culture parce Mhm. que oui, l'équipe est Mhm. talentueuse. Tu sais, je me souviens d'un match, je crois que c'est un match du lundi soir contre les Bills de Buffalo. Puis Exact. Bichon avait connu toute une performance. Puis toi aussi, tu avais connu tout un match. Je m'en Mhm. souviens, j'étais à la description de cette Mhm. rencontre-là en compagnie de Mhm. Pierre Vercheval, lui-même un ancien joueur de ligne à l'attaque. Puis il faisait ton éloge. Tu as fait des blocs clés sur de Mhm. courses de Bijan. Puis là, tout le monde se disait, ça y est, les Falcons sont arrivés. C'est l'équipe Exact. qu'on attendait. Il y a tellement de talent au sein de cette formation-là. Puis là, malheureusement, ça a comme été le meilleur moment de votre saison. Il n'y a comme pas eu de suite Exact. à ça. Donc, est-ce que tu penses que Exact. c'est l'aspect de culture qui manquait à la formation lors des dernières saisons ou est-ce que c'est quelque chose d'autre selon toi? Ah, moi, personnellement, je pense que c'est ça. Je pense que la culture fait en sorte que tu gagnes les matchs, que tu es consistant, en fond. Que c'est une game, on va gagner contre les Bills en prime time football. Tout le monde est content. Wow, les Falcons sont talentueux. On va beat les LA Rams, qui après ça, eux, ils vont se rendre Oui. en finale de conférence. Mais on va perdre 30-0 contre les Panthers, que on a une meilleure chiffre qu'eux, on a une meilleure fiche qu'eux, pardon. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu gagnes de semaine en semaine. Tu vois comment je veux dire? Hmm. C'est la culture, puis c'est le standard que tu tiens tes coéquipiers, puis que tes entraîneurs tiennent les joueurs. Ça fait partie de ça. Donc, je pense que c'est ce qui manquait, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Puis, comme tantôt on parlait des OTA, je pense que coach Stefanski a fait des bons changements. Puis aussi avoir Matt Ryan, un carrière qui a connu du succès, puis qui est allé au Super Bowl. Juste la manière qu'il parle avec les joueurs, avec les corps arrière, qui interagit comme il est pas juste aux pratiques à regarder, c'est qui qu'on va couper, c'est qui qu'on va Mhm. signer, blablabla. Non, il est là, il est impliqué, il pratique, il se lance le ballon avec les gars, il parle, il demande des feedbacks, hey, il se passe quoi? Tu vois, je veux dire, donc je pense que c'est ça qui manquait, mais on est vraiment dans la bonne direction. Donc j'ai hâte de voir si on va pouvoir appliquer tout ce qu'on fait durant notre camp durant la saison, puis on va voir.
Ouais, ben en tout cas, Mathieu, je te souhaite de tout cœur parce que là, Mhm. 4 ans là, sans éliminatoire pour toi personnellement, je Mhm. sais que c'est long, comme tu viens de nous expliquer. Alors, on te souhaite que la saison 2026 ben, soit différente de tes 3 premières saisons et que tu sois en mesure de participer aux éliminatoires, de jouer des matchs en janvier, qui sait, peut-être même en février. Parce que ça, c'est la beauté hein, de la Exact. NFL. C'est Une ça. fois que tu te retrouves en éliminatoire, tout peut arriver. Parce que c'est pas un 2-3. C'est pas un 3-5, un 4-7. Non, non, c'est un match. Alors, C'est je te le ça. souhaite personnellement. Ah, merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Puis, tu sais, en espérant que, tu sais, si on fait les playoffs, que tu sois là pour faire une entrevue après la game, là, ça serait un full circle moment. Ouais, ça serait super. Écoute, je vais garder l'enregistrement de qu'est-ce que tu viens de dire. Puis si Ah, vous vous c'est ça. qualifiez pour les éliminatoires, je vais aller montrer ça à mes patrons. Tu sais, je ne sais pas si Parfait, ça va les parfait. convaincre d'acheter le billet d'avion pour m'envoyer à Atlanta ou peu importe où ce que vous allez jouer. Mais écoute, peu importe. Si c'est pas sur place, je vais être en studio avec le reste de l'équipe du football de la NFL RDS. Puis écoute, on va être derrière toi, ça y a aucun doute là-dessus, Mathieu. Parce qu'on est tout le temps derrière toi, on est tout le temps derrière Benjamin Saint-Just. C'est vraiment bien de vous voir performer de la façon dont vous le faites, comme Anthony Auclair par le passé, Laurent Duvernay-Tardif, de voir les joueurs québécois. Puis surtout, vous servez de modèle. Tu sais, je peux pas dire combien de fois, tu sais, quand je Mhm. rencontre des jeunes, puis ils mentionnent ton nom, ils mentionnent le nom de Benjamin, puis ils me disent, hey, je veux jouer dans la NFL comme Mathieu Bergeron, je veux jouer dans la NFL comme Benjamin Saint-Just. Tu sais, le fait d'avoir des joueurs d'ici qui ont été en mesure de réussir dans la NFL, tu sais, je pense que tu réalises pas l'impact que ça, tu sais, sur les jeunes footballeurs à travers la province. Non, c'est sûr. Puis ça, tu sais, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir parce que je pense que avec ce que Ben et moi on est en train de faire, je pense que ça va motiver les autres générations. Puis je pense que le football est en train de grandir là, de fou au Québec. Puis je pense que, tu sais, maintenant, c'est juste moi puis Ben, mais après ça, il va y avoir. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de Québécois dans la NFL, puis qui, tu sais, que ça continue à grandir comme ça. Mhm. Puis même avec Rohan Jones qui est signé avec les Rams. Donc, tu sais, juste de voir des jeunes joueurs accomplir leur rêve du Québec, c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. Puis aussi, comme on est choyé dans le sens que, tu sais, moi, je joue des matchs, genre, on s'en va à Tampa Bay. Puis là, je me tourne, puis la section derrière, c'est plein de Québécois qui ont le chandail 65. Comme ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Donc, puis mes coéquipiers m'en parlent tout le temps. Ils disent, hein, comment ça, les gens, genre, je dis, ah, mais parce que, tu sais, au Québec, on est fiers de nos athlètes, puis on est vraiment une province quand même assez. Tu sais, on est proche, puis on supporte Il y en a tant beaucoup de qu'athlète. Donc, fierté. c'est vraiment. Ouais, c'est beaucoup de fierté. Donc, c'est vraiment le fun à voir, puis ça fait chaud au cœur, puis ça fait vraiment une différence. Puis, tu sais, dans les moments un peu plus down, mais tu sais, des choses comme ça, ben, tu sais, c'est ça qui te remet un peu dans le côté positif, hein. Ouais, ben écoute, c'est vraiment super ça, le fait que tu peux compter sur l'appui des gens. En tout cas, on espère vraiment qu'on pourra ben, justement t'encourager lors des matchs d'après-saison cette année. Donc, Mathieu Bergeron, je te remercie de m'avoir consacré de ton temps. Profite des dernières semaines pour continuer ta préparation physique, puis pour relaxer un peu, parce que comme tu l'as si bien dit, une Ouais. fois que la saison est commencée, là, il n'y a plus de temps libre vraiment. Là. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. J'apprécie vraiment. Puis à la prochaine, puis en espérant qu'on se voit durant la saison. Les Buccaneers de Tampa Bay maintenant, Didier, fiche de 2-7 pour conclure la saison. Ça avait si bien commencé pour les Buccaneers en 2025. Ça s'est si mal terminé. On a raté les éliminatoires l'année dernière Mhm. pour la première fois en 6 ans. Et si on regarde le tableau des départs et des arrivées du côté des Bucks, on peut voir là, évidemment, je pense que le plus gros départ, c'est celui de Mike Evans. Monsieur Buccaneer, pourquoi? Pour quoi? La dernière décennie, on peut dire ça comme ça. Et également Ouais, Lavante 13 David, saisons là, avec qui les ne sera Bucks. plus. Exact, exact. Et Lavante David, là, qui ne sera plus pour la première fois depuis quoi? Depuis 2011, qui ne sera pas le général de la défense des Buccaneers en 2025. Ouais, quelle carrière, hein, quand même, là. Wow! Tu sais, C'est tu parles de fou. quoi? De 15 ans, 15 saisons de la part de Mhm. Levante David, à la position de secondaire de ligne en plus. Tu sais, c'est vraiment une brillante carrière. Mais ouais, mais comme tu as dit, il n'est plus là. Par contre, du côté des Bucks, il y a Kenneth Gainwell aussi, hein, qu'on a mis sous Mhm. contrat. Kenneth Gainwell, ancien des Eagles, ancien des Steelers. L'année dernière, il a vraiment connu une belle saison pour les Steelers de Pittsburgh. Puis moi, Gainwell, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu sais, je te l'avais dit quand il jouait avec les Eagles, je trouvais que tu sais, c'est un joueur qui était comme
qui passaient sur le radar. Il y avait tellement de joueurs talentueux au sein de la formation des Eagles à l'époque. Mais là, il s'est déniché un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. Mais il y a un point que j'aimerais qu'on parle, Marc-André, tu sais, c'est du côté des Bucks. Tu as parlé de la façon dont on a terminé la saison régulière. Lorsque la saison régulière s'est terminée, qu'on a raté les éliminatoires, qu'on s'est fait coiffer par les Panthers à Caroline pour le titre de champion de la division sud de la nationale, moi, je me disais que Todd Bowles était en danger de perdre son emploi. Il est de retour à la barre de l'équipe. Mais pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a aucun doute que Bowles commence l'année sur un siège éjectable. Parce que si on a un mauvais début de saison, peut-être qu'on pourrait assister à un congédiement, un changement d'entraîneur-chef durant la saison, mais une chose est certaine. Si on rate les éliminatoires, encore une fois du côté des Bucks, pour une deuxième année de suite, moi je crois que l'ère de Todd Bowles à Tampa Bay va être terminée. Absolument, je suis d'accord, Didier. C'est très rare là, qu'on change de coordonnateur offensif. C'est quoi, ça fait 2 fois qu'on change de coordonnateur offensif? Je comprends qu'il y a eu des départs, là, Liam Cohen, Dave Canales et Dave tout, mais là, Canales, on a ouais. eu un échec avec Josh Grizzard, mais c'est très rare qu'on voit un roulement à la position ou qu'on congédie un coordonnateur offensif puis que l'entraîneur-chef est encore là régulièrement. Non, c'était fait juste une fois justement avec Grizzard. Les autres, ça a été des départs volontaires là, pour des postes d'entraîneur-chef. Mais j'ai hâte de voir parce que je veux dire, comme toi, moi aussi, je pense que s'il est sur la sellette, si on connaît euh, l'effondrement, on va en parler, c'est sûr. Est-ce qu'il est dû à Baker Mayfield? Parce que pour Baker Mayfield, c'est une saison de vérité encore cette année. On est à la recherche d'un nouveau contrat. Puis ça s'est mal terminé la saison dernière. Oui, il y a eu des blessures, mais quand même. Mais oui, c'est une saison de vérité pour Mayfield, pour Bowles, pour pas mal de monde là, chez les Buccaneers de Tampa Bay. Ben, la défense va devoir mieux jouer que ça avait été le cas l'année dernière. Tu sais, parce que s'il y a une façon rapide pour un entraîneur-chef de se faire congédier, c'est lorsqu'il a une spécialité comme Bowles, c'est la défense. Pendant de nombreuses saisons, il a été coordinateur en défense. La défense des Bucks, ben, elle a vraiment eu des ennuis l'année dernière, puis encore des points d'interrogation, notamment aux positions de demi-coin. On a perdu le vétéran Jamel Dean. Alors, si la défense n'est pas en mesure de se replacer et jumeler à une expulsion des éliminatoires, si on n'est pas capable de se qualifier, je crois vraiment que ça va être la dernière année à la barre des Buccaneers pour Todd Bowles. Tu as mentionné le nom de Baker Mayfield. Lui, il veut un nouveau contrat. Puis de ce que j'ai lu lors des derniers jours, il aimerait avoir un contrat de carrière de premier plan. Là, on parle de plus de 50 millions de dollars par année. Est-ce qu'on va vraiment lui donner ça du côté des Bucks? Parce que imagine-toi si tu donnes prolongation de contrat à Baker Mayfield avant le camp d'entraînement, qu'on rate les éliminatoires. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir possiblement un nouvel entraîneur-chef, un nouveau coordinateur encore. Puis là, eux, ce qui vont être intéressés d'avoir Baker Mayfield comme carrière partant, ça reste à voir. Là. Je sais que je suis rendu loin, mais il y a tout ça à prendre en considération du côté de Jason Leach, le DG des Bucks, avant de donner une prolongation de contrat à Baker Mayfield. 63% de ses passes ont été complétées la saison dernière. Il en avait complété 71% en 2024. 41 passes de toucher en 2024, on s'en souvient, contre seulement 26 l'année dernière. Oui, c'est sûr que l'année 2024, je pense pas que Baker Mayfield allait répéter. Je pense que ce sera sa meilleure saison de sa carrière. Mais par contre, le pourcentage de passes complétées, il a chuté de quoi? De 8%. C'est énorme, Didier. C'est énorme. On avait essentiellement le même groupe de receveurs pour débuter l'année. Oui, il a été blessé, Baker Mayfield, mais je me questionne à quel point c'est un cas. Écoute, viens-tu en début de saison l'année dernière? On pensait qu'il était candidat au titre de joueur par excellence, puis tout s'est Ouais, effondré par la suite. Euh, je ne suis pas convaincu que Baker Mayfield. C'est un gars qui est. C'est un gamer. C'est un gars qui prend des chances. C'est un gars que tu veux avoir quand le match est sur la ligne, quand le match est à ta portée en fin de match pour prendre. Tu sais, il prenait des plaqués, il se faisait plaquer, il prenait des coups là, incroyables. Mais en bout de ligne, est-ce que je pense que c'est un quart qui peut t'amener au Super Bowl? Moi, j'ai des questions. ben, lorsque Baker est en santé, il est solide comme carrière. Tu sais, c'est un peu, tu sais, j'en parlais tout à l'heure lorsqu'on parlait de Kevin Stefanski. Lorsque Baker Mayfield avait été en santé, on avait participé aux éliminatoires du côté des Browns. Souviens-toi, je ne sais pas si tu te souviens du match éliminatoire à Kansas City, au Arrowhead Stadium. On avait chauffé les Chiefs. Puis ça, c'est à l'époque où les Chiefs étaient une puissance. Je pense même que les Chiefs ont gagné le Super Bowl quelques semaines plus tard.
Mais ça pour dire, l'année dernière, Baker Mayfield n'était pas en santé. C'est ça, il était ennuyé par des blessures. On le voyait durant les matchs. Des fois, il était en douleur, se tordait de douleur, il restait dans la rencontre. Donc, c'est un battant, Baker Mayfield, mais ça affecte ses performances. Comme lors de sa dernière saison à Cleveland, il n'était pas à 100%. Il joue en dépit des blessures, mais au bout du compte, il paraît mal lorsqu'il joue en raison de blessures parce que, ben, c'est ça, il est pas capable de se faire justice. Tu sais, parce qu'il est Mhm. limité, bien Exact. naturellement, lorsqu'il est blessé, mais c'est ça qui lui fait mal. Alors, s'il peut rester en santé, moi, j'ai aucun doute qu'il va connaître une excellente saison, peut-être même répéter ses succès de 2024. Mais est-ce qu'il peut rester en santé? Là est la question. Chose certaine, il y aura un nouveau coordinateur offensif pour lui appeler les jeux en Zach Robinson. Il avait connu là, Mhm. brièvement avec les Rams il y a quelques années lors de son bref passage avec l'équipe en fin de saison. Chose certaine, Didier, ce sera le quatrième coordinateur à l'attaque en 4 ans pour Baker Mayfield à Tampa Bay. Ça, c'est quelque chose qui, veut pas, ça nous effraie un petit peu, non? Oui, ben, tu sais, tu parlais de Todd Bowles, bon, qui avait perdu Liam Cohen et Dave Canales lorsqu'ils sont devenus entraîneurs-chefs. Tu sais, il y a des propriétaires qui ne veulent pas vraiment repêcher, pas repêcher, mais en fait embaucher des coordonnateurs, des entraîneurs-chefs plutôt, qui sont des anciens coordonnateurs en défense, parce qu'ils se disent, ouais, mais là, si notre attaque a du succès, on va perdre notre coordonnateur offensif parce qu'il va être en mesure de dénicher une promotion ailleurs en tant qu'entraîneur-chef. On l'a vu du côté des Bucks, c'est exactement ça qui est arrivé lors des dernières années avec les départs de Cohen et de Canales. Là, le coordinateur qu'on avait l'année dernière, clairement, ça ne fonctionnait pas. Alors, Bose est allé d'un changement. Zach Robinson était avec les Falcons d'Atlanta. Je ne peux pas dire que c'était très impressionnant le travail qu'il a fait comme coordinateur avec les Falcons, mais je crois vraiment que c'est une année de vérité pour tout le monde là, à Tampa Bay. Ça fait quelques fois qu'on le répète, mais Mhm. c'est vraiment le cas. Alors, on va voir si le mariage de Zach Robinson et de Baker Mayfield aura du succès. Pour parler de Mike Evans, de son départ aussi, ça laisse maintenant Emeka Oui. Egbuka comme receveur numéro 1 de l'équipe. Chris Godwin est-il en santé? C'est toujours la grande question dans son cas rendu à son âge. Il est le receveur numéro 2 de Oui. l'équipe. Jalen McMillan est supposément le receveur numéro 3 de l'équipe. Y aura-t-il plus d'opportunités pour un gars comme McMillan, un gars comme Tez Johnson et même la recrue Ted Hurst, de qui on dit beaucoup de bien lors des mini-camps du côté des Buccaneers. Mais oui, ça laisse un énorme trou. Et est-ce que Emeka Boucan, on en a parlé, toi et moi, longuement là, au cours des derniers podcasts, euh, il a bien entamé la saison. Ensuite, il est disparu complètement. Est-ce qu'il peut vraiment, à sa saison, à sa deuxième saison dans la NFL, prendre justement les rênes de l'attaque et devenir le receveur numéro 1 de l'équipe? Ben, on a reçu une question, justement, Marc-André, de la part de Gabriel Sylvain Nollet via Instagram. Sa question, elle est courte, mais il va droit au but. Est-ce que Ebuka va bounce back? Est-ce que Ebuka va rebondir? Alors, ça vient rejoindre qu'est-ce que tu disais là. Mais lui aussi, il a été blessé. Tu sais, il avait très bien commencé la saison. Là, lorsqu'il a commencé ben, à avoir des blessures, ben, c'est là qu'on a vu une baisse de régime de sa part, mais ça a été le cas pour l'attaque au complet des Buccaneers de Tampa Bay. Je ne suis pas inquiet pour Ebuka. Je crois à son talent. On a vu lors des 5-6 premières semaines de la saison régulière ce dont il était capable. C'est la raison pour laquelle on l'a repêché. C'est pour éventuellement remplacer Mike Evans. Mais là, le moment est arrivé. Evans porte maintenant les couleurs des 49ers de San Francisco. Tu viens de parler de Godwin, bon, qui semble ralentir maintenant. Tu as parlé de son âge, puis il a subi des blessures aux jambes lors des dernières saisons. Ça, ce qui n'aide vraiment pas lorsque tu es un receveur de passe, un receveur de passe vieillissant. Alors, le moment est venu pour Ibuka de nous démontrer qui peut être un receveur numéro un. Puis je crois qu'il va être en mesure de le faire. Parce que comme je l'ai dit, il est talentueux. Puis si ce n'était pas des blessures, je pense qu'il aurait été productif pendant toute la saison. Puis malheureusement, il s'est blessé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de réserve face à Ibuka. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis confiant qu'il va être productif cette année. Très confiant, moi aussi. On disait qu'il était blessé aux ischio-jambiers l'année dernière, puis qu'il a même joué sur les avec ces blessures-là. Il a essayé de jouer, bref, c'est pour ça qu'il était peut-être moins productif. J'ai pas la stats avec moi, là, mais j'avais vu des stats comme quoi que sa vitesse de pointe était beaucoup moins élevée. Bref, ses changements de direction, bref, sur sa vitesse, là, sur ses tracés,
était beaucoup moindre lors de la deuxième moitié de saison. Donc, moi aussi, j'ai confiance à Egbuka. Je pense que les Bucks ont confiance en Egbuka aussi. Ça aussi, c'est ça qu'il faut noter parce qu'on n'a pas fait d'addition majeure à la position de receveur de passe. On a le même groupe de receveurs. Je pense qu'on lui a laissé toute la place. Les éléments sont en place là, pour qu'Egbuka connaisse la grande éclosion. Oui, on a reçu une autre question de la part de Sébastien Côté via Instagram. Il nous demande si, selon nous, on croit que les Buccaneers seront champions de division. Il dit que les Bucks semblent avoir une solide unité défensive. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Cette défense a été une déception. Il y avait eu des blessés. On a repêché Ruben Bate. On n'a pas parlé de Ruben Bate, hein. On l'avait sur le tableau des arrivées. Le choix de première ronde des Buccaneers de Tampa Bay, l'ancien de l'Université Miami. Alors, écoute, pour moi, les Buccaneers, Marc-André, je ne sais pas qui se t'en passe. Sur papier, ils m'ont l'air d'être l'équipe la plus complète de la division. Et je dirais même devant les Panthers de la Caroline. Mais avec le changement, avec un nouveau coordinateur en attaque, comme on l'a dit, on ne cesse de le répéter, mais c'est une année de vérité. C'est pour Todd Bowles, pour Baker Mayfield aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai des réserves avant de dire que les Bucks pourraient être champions de division. L'unité défensive va devoir mieux jouer qu'elle l'a fait la saison dernière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis il y a des points d'interrogation aux positions de demi-coin. Mais on est allé chercher un chasseur de cas à Ruben Bay lors du repêchage. Si on est en mesure de presser les carrières adverses, ben, ça va donner un coup de main à nos demi de coin. On a fait le plein sur le front défensif, ça c'est sûr. On avait des carences à ce niveau, puis on les avait notées. Tu as parlé de Baines. Il est arrivé aussi qu'on parle de Josiah Trotter, qui est un autre choix via le repêchage. Alex Anzalone, là, qui est rendu à quoi 30 ans maintenant, mais qui quand même peut être un Mhm. joueur assez efficace dans cette défense-là. J'ai hâte de voir Ruben Baines, Didier, parce il arrive à Tampa Bay avec énormément de pression. Euh, on a Vita V, on a Ashawn Robinson aussi, qui sont des bons plaqueurs, mais tu sais, la défense, Didier, a seulement récolté 37 sacs la saison dernière. C'est trop peu pour la défense des Buccaneers de Tampa Bay. Donc oui, on fonde beaucoup d'espoir sur Ruben Bain à ce niveau-là, mais est-ce qu'il saura livrer la marchandise? Ça, c'est la grande question. Et tu as parlé de la tertiaire. Là. Moi, je trouve que la tertiaire aussi, elle pourrait souffrir là, cette année. On fonde beaucoup d'espoir sur un autre choix de repêchage, Keontae Scott, qu'on a repêché en 4e ronde de l'Université de Miami. Mais oui, la Mhm. tertiaire, là, ça me laisse un peu sur mon appétit en ce moment. Mais je suis d'accord. D'accord. Globalement, je pense que les Bucks, sur papier, un peu comme toi, je pense que c'est la meilleure équipe de la division. Mais défensivement, on a fait des ajouts dans le fond défensif. On avait des besoins à ce niveau-là. On a tenté de les régler. Je suis un fan de Ruben Van Didier. Je trouve que c'est un gars qui, oui, qui a des petites mains et tout, là, mais j'ai juste, de par son attitude même au repêchage, c'est un gars qui, d'après moi, là, c'est un leader né, ce gars-là. Je pense que ça va faire énormément de bien à cette défense-là des Buccaneers. J'ai hâte de voir. Mais est-ce que la défense, euh, est-ce que c'est la défense le point fort, disons, des Buccaneers? Non, moi, je pense que c'est l'attaque. Mais je pense que oui, ils sont la meilleure formation de la division sud, de la nationale. Parce que si Todd Bowles veut sauver son emploi, il va falloir que cette unité défensive-là joue beaucoup mieux qu'elle ne l'a fait l'année dernière. Puis je suis certain que Bowles va mettre l'emphase là-dessus, là, parce qu'il le sait. Alors, en tout cas, ça reste à voir là, du côté des Bucks. Maintenant, Marc-André, l'over-under des Buccaneers. OK? Plus ou moins 8 victoires et demie. Hein? Alors, tout à l'heure, c'est 7,5. C'est quoi pour les Falcons et les Panthers à Caroline? Alors, c'est un peu plus élevé du côté des Buccaneers de Tampa Bay. La saison dernière, bon, on a raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2020 du côté des Bucks. Hein. On se souviendra, ça avait commencé cette séquence-là avec Tom Brady au poste de carrière. Mais là, c'est ça. On a raté les éliminatoires. Alors, je vais te laisser aller en premier. Plus ou moins 8 victoires et demie pour les Bucks. Et avec l'image là, de Emeka Egbuka et le fameux uniforme Mhm. Creamsicle, qui est complètement superbe, des Bucks, j'ai mis plus pour les Buccaneers parce que, comme je viens de le mentionner, c'est la meilleure équipe dans la division. Je pense que d'atteindre 10, 11 victoires, c'est un chiffre atteignable pour eux. On a une bonne attaque. Je pense que j'ai hâte de voir avec le nouveau coordinateur offensif, mais on a des ingrédients. On a une bonne attaque sur papier. On a une défense. On a surtout une excellente ligne à l'attaque. On n'en a pas parlé, ça non plus. Didier, avec Tristan Wirfs en tête, on a Ouais. parmi l'une des meilleures lignes du circuit. On a Bucky Irving, qu'on n'a pas parlé également,
qui est de retour en santé. On a parlé d'un duo Irving-Gainwell. L'année dernière, Bucky Irving, là, ça n'avait pas été facile à sa deuxième saison. Mais il reste à voir que c'est un porteur de ballon ultra dynamique lorsqu'on lui donne le ballon, lorsqu'il a le ballon dans ses mains. Donc oui, moi je pense que 8,5 là, plus pour moi pour les Bucks. Pour moi, c'est moins, Marc-André. Moins de 8 Wow. victoires et demi. Parce que pour moi, il y a trop de points d'interrogation du côté des Bucks. À des positions, à des postes clés. Que ce soit Todd Bowles qui se retrouve sur un siège éjectable. On a parlé du fait que là, on va avoir un nouveau coordinateur à l'attaque pour une quatrième année consécutive. La défense n'a pas bien joué l'année dernière, mais là, bon, est-ce que l'arrivée de Bain, ça va donner un coup de main justement en termes de sac du quart, de presser les carrières adverses? Bucky Irving et son épaule, ça a été long là, avant qu'il reprenne l'entraînement. Là. Il a subi une intervention chirurgicale à une épaule. Puis du côté des Bucks, on ne voulait pas confirmer qu'il allait être prêt à commencer la saison régulière. Et Baker Mayfield qui veut obtenir un nouveau contrat, on va voir si on va lui donner une prolongation de contrat avant le début du camp d'entraînement. Mais je ne sais pas, j'ai un mauvais feeling pour les Buccaneers. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais moi, je vais choisir moins de 8 victoires et demi pour les Buccaneers de Tampa Bay en 2026. Maintenant, on va y aller du côté du fantasy football là, pour les Bucks. En commençant, bien sûr, par la carrière Baker Mayfield. On en a parlé quand même longuement. Qu'est-ce que tu as ajouté en termes de fantasy football là, précisément pour Baker? Ben, il est le quart numéro 19 au niveau fantasy en ce moment. J'ai juste marqué que c'était une aubaine pour les poolers, pardon, qui repêchent un quart tardivement parce qu'il pourrait rebondir. Maintenant, on a parlé du fait que ce sera un nouveau coordinateur à l'attaque. Écoute, il y a des points d'interrogation à l'attaque, tu viens de le mentionner là, avec ta prédiction. Mais oui, c'est un quart qui pourrait rebondir. Puis, comme quart numéro 19, il va être disponible dans les pools à 12. Là. C'est un quart que vous allez pouvoir aller streamer en bon québécois là, selon les affrontements, les duels de semaine en semaine. Mais je pense que, écoute, si on voit que Baker Mayfield est en pleine forme dans les saisons, je pense que c'est un corps qui pourrait grimper dans les rangs fantasy. Maintenant, Buck Irving, c'est quoi ta projection fantasy là, pour lui? Tout d'abord, il doit rester en santé, parce que ça vraiment nuit ben, à Buck Irving, aux Buccaneers, mais également à ses propriétaires au niveau du fantasy football l'année dernière. Porteur numéro 21 en ce moment au niveau fantasy, ça vient avec sa part de risque. Évidemment, tu as parlé des blessures, mais c'est aussi le fait qu'avec l'ajout de Kenneth Gainwell, il y a toujours Sean Tucker. On n'en a pas parlé, Sean Tucker, Didier, Oui, mais c'est il vrai. était Ben oui. utilisé énormément dans la zone payante l'année dernière en tant, en tant que propriétaire de Bucky Irving. J'étais vraiment fâché de le voir, le numéro quoi, 44, ma Ouais. mémoire. Tu vois, j'ai même retenu son numéro. Ouais. De le voir à la ligne de Le 10, vautour, là, il venait voler des touchés à Buck exactement. Irving. J'étais vraiment fâché de voir le 44 là, à la ligne de 10 subtiliser mon toucher à Bucky Irving. Donc oui, j'ai marqué que c'est un choix risqué en troisième, quatrième ronde parce que je pense qu'on s'enligne plus vers un partage des tâches dans le champ arrière des Bucks que simplement donner 80% ou 70% de la tâche à Bucky Irving. On n'a pas signé Kenneth Gainwell pour rien. Je le trouve extrêmement risqué au niveau fantasy cette année, Bucky Irving. Et Emeka Ibuka, est-ce que tu le trouves tout aussi risqué là, en termes de fantasy football? Je le trouve pas risqué. J'achète à Emeka Egbuka. C'est le nouveau receveur numéro 1. On Ah en a oui. parlé à Tampa Bay. Receveur numéro 23 au niveau fantasy en ce moment. Écoutez, on parlait de Tetero McMillan tout à l'heure. Emeka Egbuka en 23 ou Tetero McMillan qui était classé 15e. Peut-être mieux d'attendre puis de repêcher Egbuka. Je songe que je pense que le volume de passes va être beaucoup plus élevé à Tampa Bay que en Caroline, ça c'est sûr. 102,4 points fantasy en format PPR à ses 5 premiers matchs la saison dernière. C'est tout simplement exceptionnel. Exceptionnel, tu dis, il y a seulement Puka Nacua et Randy Moss qui ont fait ça dans leur carrière. Donc, quand ton nom est à côté de Randy Moss, c'est que c'était spectaculaire. Par contre, receveur numéro 43 par la suite, blessé au ischio au janvier, on en a parlé. Un choix de cinquième ronde en ce moment au niveau fantasy, avec, comme je le dis, un potentiel énorme. Ben, d'accord, Marc-André. Écoute, on va se tourner maintenant vers la quatrième et dernière équipe dont on n'a pas parlé, qui joue au sein de la section sud de l'Association nationale. Oui, je parle là, des Saints de la Nouvelle-Orléans, les Saints qui ont été une surprise l'année dernière.
En tout cas, moi, de mon côté, moi, je m'attendais à ce que les Saints se retrouvent à repêcher dans le top 3 du repêchage, qu'ils allaient être une des pires formations de la NFL. Ben, ça n'a pas été le cas. Avec Tyler Shock, avec Kellen Moore en tant qu'entraîneur-chef, ben, on a une saison surprenante du côté de la Nouvelle-Orléans. Et puis, on va jeter un coup d'œil d'ailleurs ben, au départ, aux arrivées des joueurs qui ont quitté et des joueurs qui ont joint l'organisation des Saints durant la saison morte. Il y a le secondaire de Mario Davis qui était là depuis toujours. Ben là, il est retourné avec les Jets de New York. C'est possiblement la plus grosse perte qu'on a eue en défense, avec également le demi-coin Taylor qui est maintenant du côté des Titans du Tennessee. Mais on a fait de la place pour l'arrivée de Travis Etienne, Marc-André, anciennement des Jaguars de Jacksonville. Je parle bien sûr à la position de porteur de ballon. Et que dire de Jordan Tyson également, via le repêchage? On a Oui, un choix top 10 pour repêcher Jordan Tyson. On avait besoin d'aide à la position de receveur. Donc, on a outillé là, Tyler Shock parce qu'on était, je pense sincèrement, Didier, que l'organisation des Saints ont été aussi épatés que nous de voir à quel point Tyler Shock était efficace dans une attaque de la NFL à sa première saison. Donc, c'est ça que j'ai noté, moi. On a décidé finalement d'outiller Tyler Shock. On a fait des ajouts sur la ligne à l'attaque aussi. On a décidé de l'entourer avec l'arrivée de Travis Etienne, repêchage de Jordan Tyson. On a cherché un gros garde aussi, David Edwards, là, qui pourrait venir avoir un impact là, sur la oui. ligne offensive. On a décidé vraiment de mettre tous nos œufs là, dans le panier de Tyler Shock. J'ai hâte de voir vraiment sa progression à sa deuxième saison. Ça va être la chose à surveiller, hein, parce qu'on l'a vu physiquement, il a les outils. Tu sais, il est grand, il est gros, il est mobile. Moi, il m'a vraiment surpris avec sa mobilité. Par moments, courait pour aller chercher des premiers essais ou pour même marquer des touchés. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable, surtout lorsqu'on est dans la zone critique à l'intérieur de la ligne de 20, près de la zone des buts. La force de son bras également. Écoute, ça a vraiment été une belle surprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, est-ce qu'il peut progresser? Comme tu le soulignais, c'est ça que j'ai hâte de voir. Écoute, Kellen Moore, c'est lui-même un ancien carrière de Boise State, était carrière réserviste avec les Cowboys de Dallas. Il sait comment coacher la position de carrière. Alors, c'est la chose numéro un à surveiller du côté des Saints, parce que si Shock peut démontrer une progression au sein de cette division qui est faible, ben, les Saints pourraient terminer en première position, Marc-André, là. Effectivement. 23e en termes de verges totales et 28e en termes de points marqués la saison dernière, l'attaque des Saints. Si on peut juste s'améliorer à ce niveau-là, je pense que notre fiche, on va être surpris à la fin de la saison de voir à quel point les Saints ont fait bonne figure, surtout dans cette division-là, la division sud de la nationale. Maintenant, tu as parlé de Tyler Shock, quand même, une fiche de 5 et 4 à titre de partant, sa saison recrue. Et moi aussi, j'ai hâte de voir les Saints. C'est un peu l'inconnu. Jordan Tyson, on en a parlé. Chris Olave, les deux receveurs, c'est pas des gars. Jordan Tyson est déjà blessé. C'était le cas également dans les rangs universitaires. Chris Olave, on connaît son historique de blessure aussi. Euh, Travis Etienne, même chose. C'est un porteur de ballon qui arrive déjà avec du millage. C'est pas un porteur de ballon le plus rapide non plus. Sur papier, tout a l'air tout beau. Là. C'est vraiment beau sur papier. Ça pourrait, honnêtement, ça pourrait dérailler. Je vois comment que ça pourrait dérailler assez facilement. Mais écoute, oui, on a entouré Tyler Shock du mieux qu'on a pu. Puis, oui, j'ai bien hâte de voir l'attaque des Saints. Non, mais tu fais bien de mentionner l'historique de blessures hein, de Jordan Tyson et de Chris Olave. C'est une des raisons pour laquelle il y a des gens qui croyaient que Tyson allait chuter au niveau du repêchage. Clairement, les Saints avaient confiance en lui, mais il n'a pas pris part au mini-camp. Il était blessé, comme tu le disais. On n'a pas voulu prendre de chance du côté de la Nouvelle-Orléans. Alors que Chris Olave, ben, lui, il a un historique de commotion cérébrale. On ne sait jamais. L'année dernière, il a été en mesure d'être en santé. Il a connu la saison la plus productive de sa jeune carrière. Mais est-ce que la prochaine commotion cérébrale, est-ce que ça va le mettre sur le carreau pendant des semaines? C'est ça qu'on ne sait pas. Alors, comme toi, je peux voir le scénario où les Saints, ben justement, là, pourraient connaître une saison difficile, surtout si Tyson et Olave ne sont pas en mesure de rester en santé. Et qu'est-ce que tu as pensé de la mise sous contrat de Travis Etienne? Parce que moi, personnellement, j'ai pas aimé ça. Parce que je me dis, bon, des porteurs de ballon, tu peux toujours en trouver au repêchage, même via le marché des joueurs autonomes. Mais Étienne a énormément de kilométrage dans les jambes.
Tu sais, c'est pas juste ça. Je parle lorsqu'on remonte à sa carrière à l'université Clemson, il était énormément utilisé. Puis là, on lui a donné un gros contrat avec les Saints. On met sur deux porteurs de ballon vieillissants là, dans le champ arrière. Tu sais, entre Travis Etienne et Alvin Kamara. Puis, est-ce que Man Kamara sera là au début de la saison? Ça reste à voir parce que il empoche un gros salaire et il est plus aussi productif qu'il l'était lorsqu'il était plus jeune. On avait vu des beaux flashs de Devin Neal aussi la saison dernière, la recrue. Je pense c'est une question qu'on a fait des choix. Est-ce que j'aime Travis Etienne, le porteur de ballon? Je pense que c'est un gars fiable, un porteur de ballon de 3 essais avec de bonnes mains. Mais est-ce que ce contrat-là, je trouve que c'est trop cher payé pour un porteur de ballon? Je pense peut-être que oui pour Travis Etienne, mais quand même, il faut se rendre compte que c'est ça le marché en ce moment, la position de porteur de ballon. Les Saints avaient vu un besoin à cette position-là, puis on l'a comblé de la façon. On a tout fait pour la combler de cette façon-là. Donc, je pense que Travis Etienne va pouvoir vraiment va avoir un impact dans cette équipe-là parce qu'il va avoir énormément de travail. Est-ce que ça sera toujours efficace ou explosif comme des courses? Je pense pas que Travis Etienne est un porteur de ballon explosif à ce stade de sa carrière, mais je pense qu'il va être un porteur de ballon efficace. Écoute, je vais en reparler au niveau fantasy tout à l'heure. Je pense qu'il pourrait être fort utile au niveau fantasy. Oui. Ben écoute, puis défensivement, du côté de la Nouvelle-Orléans, ben, on a rapatrié Cameron Jordan. Jordan qui a connu une bonne saison l'année dernière. Il a obtenu plus de 10 sacs, si je ne me trompe pas. Mais il est vieillissant. Tu sais, de l'autre côté, on a l'ancien choix de première ronde là, des Commanders, Chase Chase Young, Young. qui lui aussi a connu une bonne saison l'année dernière. Mais c'est Eh ça. ouais. Est-ce que Jordan, est-ce qu'il sera en mesure d'être aussi productif cette année? Moi, c'est ça que je me demande. Alors, il y a quelques points d'interrogation quand même du côté de la défense de la Nouvelle-Orléans. Hey, quand j'ai fait mes recherches, Didier, j'avais oublié que Chase Young avait obtenu 10 sacs du corps l'année dernière. Oui. Ben oui, il a eu une bonne saison. Il a été productif. Il a été C'est productif, comme wow. surprenamment. Là. Ben, tu sais, c'est les blessures qui l'ont dérouté. Hein. Tu sais, souviens-toi, il avait eu un beau début de carrière avec les Mm. Commanders. Là, il a commencé à se blesser et tout. Puis là, bon, il n'a jamais été en mesure de retrouver sa vitesse de croisière d'une certaine façon. Mais l'année dernière, il a été productif. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire lors de 2 saisons consécutives? Ça reste à voir. Mais c'est ça. Écoute, Là, avec le retour de Cameron Jordan. du côté des Saints, je pense que c'est une tendance. Là. On prend des joueurs comme ça qui peuvent relancer la carrière. Là, on était chez Tyree Wilson. Mhm. On se dit, est-ce qu'il peut Ça, il enfin, n'y ben aura lui, pas c'est de pas relance relancer, à c'est sa carrière. lancer sa carrière. Ben, c'est ça, ça n'a jamais levé pour commencer. Tyree Wilson, ça n'a jamais fonctionné à Vegas. Ah, quel flop. Est-ce qu'on peut Quel extraire flop. le jus là, du, du Il n'y a rien. pamplemousse Il n'y a ou rien, Marc-André. Non, non, c'est rien? sec. Le pamplemousse est sec. Le pamplemousse de Tyree Wilson est sec. Parce que même lorsqu'il a été repêché, tu sais, lui, c'est pour ses atouts physiques. C'est pas comme s'il avait été très productif. Il me semble qu'il avait joué à Texas Tech, Tyree Wilson. Mais c'est juste que c'est un spécimen physique. Mais si tu ne l'as pas vu sur le terrain, tu sais, être productif dans les rangs universitaires, tu sais, c'est une projection qu'on a faite, puis on s'est brûlé du côté des Raiders, mais bon, c'est loin d'être le premier flop cette décennie au repêchage du côté de Las Vegas. Mais tout ça pour dire, il n'y en aura pas de relance ou de lancement de carrière de Tyree Wilson. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est vrai, par contre, tu amènes un bon point. Les Saints ont cette habitude-là d'aller chercher des anciens choix de première ronde, puis se croiser les doigts, là. On espère qu'on a touché le jackpot. Non, il n'y aura pas de gros lot avec Tyree Il y a Wilson. l'arrivée de Caden Alors, Ellis plus. aussi qui est non négligeable. Là. Enfin, il arrive Oui, dans le oui, bloc, Caden Ellis, oui, dans oui. le podcast. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la cinquième fois Non, qu'on mais c'est vrai, mentionne c'est un son nom, mais excellent là, c'est avec la bonne secondaire. Puis équipe. écoute, Oui. oui, Et il est c'est un capable excellent secondaire. Puis de presser les carrières adverses. exact. Il a une polyvalence, Caden Ellis, ouais. Mhm. Puis Justin Bon, ben Reeves écoute, aussi comme signature là, dans la tertiaire, une pièce de jeu d'échecs qu'on peut déplacer dans une attaque, c'est toujours fort utile, mais écoute, j'ai c'est large hein, marqué pour une Justin signature. Reed. Ouais, ouais. Ça en a un autre là, qui a du kilométrage dans les jambes. Alors ça reste à voir. Alors, tout ça pour dire, maintenant, pour les Saints de la Nouvelle-Orléans, Marc-André, en 2026, plus ou moins 7 victoires et demie du côté de la Nouvelle-Orléans. On rappelle que, ben, c'est ça, les Saints ont terminé
l'année dernière, c'était quoi encore l'affiche des Saints? Excuse-moi, je croyais que je l'avais ici. On a passé le tableau au début. Mais c'est C'était ça alors. 7 victoires et demi. 6-11. Ouais, 6 et 11. Ouais. Donc, c'était juste 6 victoires pour les Saints. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Plus ou moins 7 victoires et demi? Moi, je veux dire que oui. On va obtenir plus que 7 victoires et demi du côté de la Nouvelle-Orléans. Toi, tu vois ça comment? Moi, j'ai marqué moins. Je pense que 6, 7, si. C'est sûr qu'on a eu une progression avec Tyler Shock, mais je pense qu'on n'est pas rendu à. On n'est pas rendu à la hauteur là, en termes de talent que les trois autres de notre division. Je pense quand même que les Saints vont terminer dernier. Ça va pouvoir venir me hanter. Les gens vont pouvoir me pitcher des roches quand les Saints vont remporter la division. Mais je trouve qu'on fonde beaucoup Hmm. d'espoir là, sur Tyler Shock. On a une défense quand même. On a tenté d'y aller en défense sur la continuité. Je pense pas que c'est une bonne idée. On n'a pas fait vraiment d'ajouts, on a bien d'en parler, notable en défense. On se fonde des espoirs sur des vétérans qui ont connu des saisons de leur carrière ou des joueurs qui ça fonctionnait pas ailleurs. On prend des paris. Moi, je pense que les Saints, oui, sur papier, l'attaque va être améliorée. Ça va peut-être être euh, plus fonctionnel, plus le fun à regarder, plus électrisant pour les supporters, mais je pense qu'au final, en termes de fiches, ça se transmettra pas là, en, en termes de fiches pour les Saints. Ouais, ben OK, on va voir ça. On a une divergence d'opinion pour la Nouvelle-Orléans. Fait qu'on verra bien en cours de saison qui aura raison. Maintenant, en termes de fantasy, là, tu sais, on a parlé là, de Travis Etienne tout à l'heure. Alors, tu t'attends à quoi? Est-ce que ça vaut la peine tu sais, de le repêcher et de l'avoir en tant que porteur de ballon numéro un au sein de notre équipe de fantasy football? Pas numéro un, mais numéro deux, oui, parce que je pense que la charge de travail va être imposante pour Travis Etienne. C'est ça qu'on cherche à la position de porteur de ballon. C'est le porteur de ballon numéro 18 en ce moment au niveau fantasy. 5,5 verges par course, pardon, entre la semaine 1 et la semaine 9, l'année dernière. Après ça, lors des semaines donc 10 à 17, elle a chuté à 3,6. C'est ça qu'on en parlait. C'est un parteur de ballon qui a beaucoup de millage. Hmm. La deuxième moitié de la saison a été difficile. 27 ans, pas le plus rapide. Pour vous donner une idée, là, Chuba Hubbard, J.K. Dobbins ont des vitesses de pointe plus rapides que Travis Etienne l'année dernière. C'est bien pour dire. Mais je pense qu'en termes de volume, en termes de charge de travail, il demeure un excellent porteur de ballon numéro 2. Hmm. En tout cas, moi, j'ai mes réserves. J'ai mes réserves face à Travis Etienne à la Nouvelle-Orléans. Chris Olave, maintenant, tu sais, on a parlé bon, de son historique de blessure, mais il en demeure pas moins que ce receveur talentueux, puis on l'a vraiment vu ça l'année dernière, lorsqu'il a été en mesure de rester en santé pendant la grande majorité de la saison. Un talent indéniable, receveur numéro 12 en ce moment. L'année dernière, là, il a récolté des sommets pour les réceptions, les verges et les touchés. Euh, Comme tu viens de mentionner, les commotions, ça va toujours planer sur la tête de Chris Olave lorsqu'on vient pour cliquer sur le bouton repêcher ce joueur-là. Il a été ciblé 26,7% du temps sur ses tracés. C'est bon pour la septième heure dans la NFL. C'est énorme. C'est ça qu'on souhaite d'un receveur de passe élite. Ça a été le receveur numéro 3 à partir de la semaine numéro 10. Et c'est un receveur numéro 1 avec une énorme part de risque. Mais s'il demeure en santé, d'aller repêcher Chris Olave en milieu de deuxième ronde, fin de deuxième ronde, il pourrait vous mener à bon port, là, au Nirvana s'il connaît une autre saison, s'il joue encore Ah, rien de moins. 17 matchs cette saison. Oui, Ouais, et Jordan Tyson, comment tu vois ça pour lui là, en termes de fantasy football? receveur numéro 28 en ce moment. C'est sûr que maintenant, Jordan Tyson, s'il est efficace, ça va enlever des opportunités à Chris Olave. Il est talentueux, mais est-ce qu'il y aura assez de volume pour les deux? C'est ça que la question qu'il faut se poser. Est-ce que Tyler Shock va pouvoir fournir Chris Olave? Je viens de parler que c'est un receveur de passe numéro 1 niveau fantasy, repêché top 12, là, donc parmi l'élite à la position. Est-ce qu'avec justement Jordan Tyson, il va avoir assez de volume à Tyson ou est-ce qu'il va retirer du volume à Chris Olave puis on aura deux receveurs, disons, top 20, mais peut-être pas top 10, voire top 12 dans le cas d'Olave. C'est sûr que Tyson a un potentiel énorme. C'est un gars que vous repêchez en ce moment
en 5e, 6e ronde. Mais j'ai hâte de voir le partage du travail. Je pense que les camps d'entraînement puis les premiers matchs vont nous aiguiller à ce niveau-là. Et j'ai hâte de voir parce que c'est deux receveurs talentueux. Mais on ne peut pas penser autrement. On ne peut pas faire autrement que de penser qu'ils vont se gruger là, des points entre eux. Oui, en tout cas, ça, c'est bien dit, mais en tout cas, on va voir. Tout va dépendre de Tyler Shock. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais écoute, avant de passer au tableau de prédiction du classement final de la section sud de l'Association nationale, on a reçu une question venant de Gousse Fortin via X. Il nous demande de classer les meilleures carrières de cette division en vue de la prochaine saison. Il nous demande est-ce que Baker Mayfield est toujours le premier sans Mike Evans? Qu'est-ce qu'on pense de Tyler Shock, de Tua, de Bryce Young? Alors, Marc-André, je décide d'aller en premier. Classe-moi les 4 carrières partantes de la section sud de la nationale. Écoute, si on met Penix et Tua pour les Falcons, ça en fait 5, mais je vais y aller avec Mayfield, assurément. Je vais y aller avec Shot, Tua, Bryce Young, Michael Penix. Oh, tu mets Shock avant Bryce Young, hein? Oui, oui, oui. Tu mets Shock avant Bryce Young, ouais. Écoute, en santé, c'est Baker Mayfield. En Ben oui. santé, si Baker Mayfield est en santé, on ne se pose même pas la question. Il est le meilleur carrière de la division. On l'a dit tout à l'heure, quand il s'est blessé, ben là, ça a été que la déroute pour les Bucks. Du moins, c'était une des raisons pour laquelle on a raté les éliminatoires à Tampa Bay. Alors, moi, je vais y aller, oui, avec un Baker Mayfield. Je vais aller avec Tyler Shock en deuxième dans la division, Marc-André. Moi aussi, je le mets devant Bryce Young. Il est plus grand, plus gros, plus rapide, il a un meilleur bras. Euh, il y a juste une saison derrière la cravate, mais il a clairement un plus grand potentiel, je crois, que Bryce Young. Alors, j'y vais avec un Shock en deuxième, toi troisième, et après ça, je mettrais Bryce Young suivi de Michael Penix. On est pareil. Alors, ça, c'est mon classement. C'est exactement la même chose qu'on a, ouais, hein. Exactement. C'est ça, j'aurais voulu mettre Penix plus haut, mais avec son historique de blessure, c'est en train de le rattraper. Alors, bon, écoute, on voit ça du même œil. Alors, ça, c'est notre réponse pour Goose Fortin. Alors, maintenant, avant de se quitter, ben, on va jeter un coup d'œil, justement, au tableau des prédictions du classement final. Alors, j'ai donné des indices, là, tu sais, lorsqu'on y allait du over-under. Wow! Alors, moi, j'y vais avec les Saints. Oui, j'y vais avec les Saints, Marc-André, en première position de la section sud de la NFC, parce que n'importe laquelle de ces 4 équipes-là pourrait terminer en tête, puis je serais nullement, mais nullement surpris. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs points d'interrogation du côté d'organisation des Buccaneers de Tampa Bay. C'est pour ça que je les ai mis derniers à 7 et 10. Mais je crois que les Saints pourraient surprendre cette année. Eux aussi, ils ont des points d'interrogation. Mais je pense, écoute, si Tyler Shock est en mesure d'y aller d'une progression et que naturellement, Olave et Tyson restent en santé, je pense que les Saints pourraient surprendre. Parce que cette division-là, elle est faible. Puis encore une fois, peu importe que ce soit les Saints, les Panthers, les Falcons ou les Bucks, si une de ces 4 équipes-là termine en tête, je ne serais vraiment pas surpris. Mais j'y vais avec les Saints. Wow! Moi, j'en ose pas ça. On dit les prédictions du Non? sac du corps, là, Tu te mais ça va être détaches de ça, difficile. là. Non, non, c'est correct. Mais j'ai beaucoup de difficultés, moi aussi, avec cette division-là. Alors, qui te choisis, toi, pour terminer en tête? Écoute, je vais y aller avec le choix facile. Ça va être les Bucks. Ça va être les Bucks. Ah Puis oui? j'aime les Panthers, pour être bien honnête. Écoute, je sais pas si Mathieu Bergeron va écouter l'enregistrement, là, mais je pense que les Falcons vont terminer au dernier rang. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi tu penses ça? T'as pas confiance en Je sais Kevin Stefanski? Ben, je trouve que sa réputation est un peu surfaite, peut-être, là, dans le sens que. Mais oui, c'est fascinant, les Falcons. C'est probablement l'équipe dans la division qui a le plus grand nombre de joueurs de talent en attaque. La défense m'effraie. Mais la défense, Didier, c'est ça qui est fascinant avec les Falcons, c'est elle a le potentiel d'être la meilleure défense de la division ou la pire, selon ce qui va se passer. Tu sais. Fait que c'est l'inconstance, c'est une division tellement difficile à prédire, à prévoir.
Je Il y a sais, je tellement de points sais. d'interrogation, de choses qui peuvent changer. Puis écoute, je pourrais mettre les Saints au dernier rang juste parce que ça serait facile, là. Mais si je voulais être audacieux, je dirais que les Falcons termineraient au dernier rang. OK. Alors, écoute, on va voir ça. On va voir ça. Écoute, Marc-André, on a fait le tour de cet épisode avant-goût de la saison 2026 de la NFL. Je te remercie pour ta contribution. On remercie également, bien sûr, Guillaume, sans qui rien ne serait possible. Et pour les gens qui ont regardé cet épisode ou qui l'ont téléchargé, qui l'ont écouté, on vous remercie également. On vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.